Pour le plus Bonsoir. grand Ah, hasard, à j'avais vous. lors de l'entretien. Bonjour tout le monde. Ah, ok, super. Moi, je vais ici prendre en même temps. Donc, on va démarrer le live dans quelques minutes. Donc, je vais répondre à Émilie. Donc, du coup, il était de quel signe, ton patron? Est-ce que tu lui as demandé ou quoi? Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Donc, je suis Stéphane en charge qui refuse de redémarrer. Donc, ça serait... Ok, super. Là, maintenant, j'ai tous les commentaires. Ok, tout le monde, vous êtes prêts? On va enfin commencer avec 10 petites minutes de retard. Du coup, ça va pour une première. Bonsoir à tous et bienvenue sur le tout premier live, comme vous avez pu le remarquer, du groupe Sorcellerie, Chamanisme, les énergies de l'univers. Petite présentation rapide. Donc, moi, je suis Louise, l'administratrice du groupe. Ce groupe, je l'ai créé fin décembre et il a assez vite pris beaucoup d'ampleur. Maintenant, on approche presque des 14 000 membres, 14 000 belles âmes. Et d'abord, j'aimerais vous remercier pour la qualité de vos échanges, le respect aussi que vous avez entre vous et la bienveillance que vous apportez dans ce groupe, qui sont en fait des valeurs sur lesquelles nous sommes intransigeants, afin qu'on puisse tous évoluer, chacun à son rythme bien sûr, et dans le respect, la bienveillance et dans le partage. Donc, comme vous le savez, je suis chamane de naissance et ce groupe, je l'ai créé à la demande de mes guides qui m'avaient dit justement de créer une espèce de communauté afin de pouvoir s'aider les uns les autres à évoluer. Heureusement, maintenant, on a les réseaux sociaux, c'est plutôt facile à faire. Et assez rapidement, comme je l'ai dit, le groupe a pris beaucoup d'ampleur. Et grâce au groupe, j'ai pu rencontrer notre administrateur préféré, notre modérateur préféré, qui est Jangali, qui va se présenter par la suite. Vous la connaissez moins, mais elle fait un très bon travail aussi. Nous avons Céline qui est avec nous, notre deuxième modératrice. Par contre, ici, vous commencez à la connaître un peu plus. C'est Fiona qui nous raconte toute notre vie et des choses dont on ignore grâce à l'astrologie. Et ce soir, Fiona est notre invitée surprise. Je vais d'abord laisser la main au seul garçon, du coup, de ce quatuor, afin qu'il puisse se présenter lui-même. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Djangali, je suis sorcier intuitif et de naissance aussi. J'ai toujours été attiré par tout ce qui était les éléments. J'ai vécu la majeure partie de ma vie en pleine nature et je suis beaucoup connecté à ça. Alors je m'inspire dans ma pratique. Maintenant je suis artisan en boutique ésotérique et j'aime beaucoup discuter, échanger avec vous sur le groupe, découvrir vos énergies, vos belles âmes et vos bons conseils. Et merci, comme elle disait Louise, pour votre participation, pour tout ce que vous faites sur le groupe, tous vos échanges et surtout le truc auquel on tient le plus pour votre bienveillance. Et je laisse le tour ensuite à Céline de se présenter. Oui, vous m'entendez? Ouais. Bonjour tout le monde, moi je suis donc Céline, modératrice, je suis la meilleure amie de Louise. Je suis un petit peu moins active parce que je suis l'heureuse maman d'un petit garçon qui a 4 semaines aujourd'hui et j'ai ma fille qui va avoir 2 ans, donc c'est déjà beaucoup de travail. Mais voilà, je fais déjà de mon mieux, j'essaie d'être là parmi vous de temps en temps et d'aider Djangali et Louise dans la gestion de ce groupe que je trouve vraiment super chouette. On peut échanger sur plein de domaines. Moi, je ne suis pas active, je vais dire, dans un... Enfin, je ne suis pas comme Djangali ou Louise, je ne fais pas de soins, etc. Mais c'est un monde qui me touche beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Et surtout que j'ai envie de découvrir de plus en plus. Donc, grâce à ce groupe, on va pouvoir faire ça aussi. Donc, merci beaucoup pour vos échanges et j'espère être un peu plus présente à l'avenir. Voilà. Fiona. Du coup, on passe la main à Fiona.
Et Ophélie qui nous dit Merci. félicitations. J'aimerais surtout vous dire que c'est un live qui n'est pas en cours. Donc, c'est vraiment l'objectif d'échanger tous ensemble, même si vous n'avez pas la parole directement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit pour Fiona ou pour Jean Gallier, pour Céline ou encore pour moi. On y répondra avec grand plaisir. Donc, oui, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Fiona, du coup. J'ai 20 ans, donc mais faut pas se fier à mon apparence plutôt jeune quand même, parce que j'ai pu quand même pas mal accumuler jusqu'à maintenant. J'ai toujours été extrêmement attirée par ça. Je suis médium de naissance. Et donc, en fait, ça a été très naturel, en fait, de me connecter à toutes ces énergies spirituelles au final. Et donc là, Avec la lune conjointe à Uranus dans le ciel, c'est évident qu'il va y avoir des bugs. ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est... Désolé, Pardon? désolé pour la coupure. Ah, pas de souci. Ce sont des choses qui arrivent. Comme du coup, je disais, la Lune est conjointe à Uranus dans le ciel. Alors, Uranus, planète de l'imprévisibilité, des bugs, de la technologie, tout ça. Donc, fatalement, quand il y a un placement très fort, quand il y a une intensité de cette énergie dans le ciel, bah, il peut y avoir justement des coupures, que ce soit technologiques, en fait, hein, tout simplement. C'est notamment ce qui se peut se passer aussi pendant les rétrogradations de Mercure, parce que ce sont deux planètes un peu liées à cette, aux échanges en fait, et du coup, ça peut se faire au travers de la technologie. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc je continuais quand même ce que je disais. J'en étais où? Donc je disais, donc je me présentais, j'expliquais que j'ai fait 2 formations d'astrologie, enfin qu'elles sont toujours en cours. J'ai beaucoup appris en autodidacte, énormément. La plupart de tout ce que je sais, c'est vraiment comme ça. Et donc, en fait, j'en venais à justement, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas si je les verrai toutes parce que je trouve que l'écran des questions est assez petit. Mais si une autre personne du live le voit, faut pas hésiter à me le dire qu'il y a une question pour que je puisse y répondre. À mon avis, je vais d'abord commencer par vous expliquer du coup le fameux sujet. Donc le sujet, je vais parler aujourd'hui du descendant, mais pas seulement du descendant, c'est vraiment aussi le lien que le descendant peut avoir avec l'ascendant, parce que il faut savoir qu'en astrologie, il y a tout qui est lié, et surtout le descendant qui est en fait l'opposé de l'ascendant. Je vais expliquer les termes par après. Il faudra pas hésiter à poser des questions. Le but, c'est d'apprendre, c'est de vraiment essayer en fait de se servir de l'astrologie dans son quotidien parce que c'est pas juste un signe, etc. Donc voilà, c'est vraiment essayer de plus voir en fait qu'est-ce que la projection en fait de l'astrologie dans nos vies. Donc voilà, avant de commencer, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, une éventuelle question ou quoi que ce soit. Moi, Non, C'est bon pour justement, vous. si on peut commencer par la définition des différents termes. Par exemple, moi, je l'avoue, descendant, je ne connaissais pas. Donc, j'ai mon signe astro, j'ai mon ascendant. Je sais qu'on a un signe lunaire, un signe solaire, mais le descendant, Ok. je ne connais pas. Donc en fait, donc je vais rebondir de l'ascendant pour parler du descendant. Donc en fait, l'ascendant, c'est vraiment l'énergie que l'on a au premier abord. C'est une énergie qui a été mise en valeur, en fait dans notre enfance. Et au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas leur ascendant, donc je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais en fait, ça se calcule avec l'heure de naissance précise à la minute sur AstroThem. Voilà, donc tout le monde peut vraiment avoir l'ascendant. Et en fait, le descendant, c'est le signe opposé à l'ascendant. C'est-à-dire qu'en astrologie, on a une roue du zodiaque, donc on a les 12 signes. Et étant donné qu'ils sont 12, euh, le signe descendant, c'est le signe qui est systématiquement opposé à l'ascendant. Parce qu'en fait, ils se font face comme ils sont pairs. Ils sont vraiment de face. Et du coup, ben, si imaginons vous êtes ascendant bélier, de par la roue du zodiaque, on sait que le descendant est en balance parce que en astrologie, la balance est opposée au signe du bélier. Et donc, en fait, il faut savoir que les deux signes opposés sont deux signes qui sont complémentaires. Alors, j'insiste sur le thème complémentaire parce qu'on a tendance à dire qu'ils sont différents et qu'ils ne s'entendent pas, alors que non. La vérité derrière tout ça, ce sont juste deux signes qui sont différents, oui, mais qui ont justement pour but d'apprendre quelque chose à l'autre. Par exemple, je vais commencer. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise vos signes descendants avant de commencer
vraiment mon explication des termes pour pour que vous puissiez vous projeter sur ce que je dis. Ouais, Moi, ça je me- viens de le Dites-moi, dire. dites-moi ça, je vais regarder en même temps les commentaires pour voir s'il y en a pas un que je loupe. Donc, cancer, ascendant balance, descendant bélier, oui, c'est bien ça. Pour vous, dites-moi. Moi, tu viens de le dire. Moi, c'est ascendant bélier, donc descendant balance. Descendant balance, c'est fait. Pour ça, j'ai la sensation que mon ascendant prédomine largement mon ski astrologique. Alors oui, c'est complètement possible. Ça, en fait, c'est parce que, en fait, dans l'astrologie, on n'a pas que le signe solaire. Alors, oui, toutes les conventions, tous les stéréotypes, j'ai envie de dire, ont été basés autour du signe solaire, mais à la base, dans un thème astral, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus complexe. Et en réalité, si je devrais donner une proportion vraiment sur ce que représente le soleil dans un thème astral, c'est à peine 10%. Et encore, si on doit, en fait, on doit voir aussi où se retrouvent les autres énergies des planètes. Et en fait, en fonction des autres énergies des planètes dans le thème, elles peuvent très bien se retrouver dans un autre signe que votre signe solaire. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Dites-moi si ça paraît un peu complexe ou quoi. Mais en gros, ça peut jouer sur en fait l'influence que peut avoir votre signe solaire. Parce qu'en fait, au plus vous avez d'énergie autour de votre soleil, que ce soit, imaginons que vous êtes soleil en bélier, que ce soit Mercure en bélier, Mars en bélier, et ben, au plus ça va intensifier l'énergie de ce signe. C'est un peu comme si on accumulait une certaine quantité d'énergie en fait dans un signe. Et donc en fait, c'est pour ça il peut y avoir l'ascendant des fois qui peut dominer, parce que peut-être y avoir justement plus d'énergie concentrée dans cet ascendant. Je vais revoir un peu les commentaires en vue. Donc, Lion, ascendant Sagittaire. Donc là, on est sur un descendant Gémeaux. Donc, éventuellement, surtout se focaliser sur ce que je dis quand je parle du descendant Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, donc descendant Sagittaire ici pour Annie. Balance, ascendant Lion. Et du coup, l'ascendant Lion, le signe opposé, c'est le descendant Verseau. Donc pour Anna. Pour Laetitia, donc, moi je sais que je suis verso, ascendant verso. Après, je sais pas. En fait, pour le descendant, c'est important d'être vraiment sûr de l'ascendant. Parce qu'en fait, l'ascendant peut vraiment influencer beaucoup. Mais sinon, le descendant de l'ascendant verso, dans le cas où ce serait ça, c'est le lion. Donc descendant lion. Lion, ascendant scorpion, donc avec pour Maomi. Donc Lion, donc ascendant Scorpion, on se retrouve avec un descendant Taureau. Ce sont les deux signes opposés. Oui, je veux bien, merci. Je suis Vierge, ascendant Capricorne, cycle lunaire, mais après je ne sais pas plus. Donc ici, c'est important de savoir qu'on va juste vraiment se focaliser sur l'ascendant descendant. On ne va pas rentrer dans les détails de tout le reste. Ça se fait plus en consultation complète parce que ça demande beaucoup plus de temps. Et du coup, l'ascendant Capricorne, c'est le descendant Cancer. Le descendant Cancer qui, ouais. J'expliquerai après. Bélier, ascendant Sagittaire pour Sophie. Donc, on retrouve un descendant Gémeaux. Pareil. Donc, parler de descendant, comment peut-on le calculer? Eh ben, en fait, le descendant, pour revenir à ce que je disais, c'est le signe opposé à l'ascendant. Il ne faut pas d'autres calculs précis pour savoir ce qu'il est, parce qu'en fait, une fois qu'on connaît notre ascendant, on a toute notre charte, et c'est sur notre charte c'est un schéma, si vous voulez, des planètes. C'est sur notre charte qu'on va vraiment retrouver le descendant, quoi. Anna? Et est-ce Oui, que, Donc, en fait, c'est euh, juste 6 mois après, quoi, si on calcule. pardon? Moi, je suis née, enfin, si mon ascendant c'est bélier, je calcule le signe qui sera là 6 mois après, et c'est ça le descendant, quoi. Non, parce qu'en fait, le descendant est lié à l'ascendant. Il n'est pas lié au signe Oui, solaire. oui, c'est ça. J'ai mal dit. Oui, donc si Ça- si mon ascendant est bélier, mon descendant, c'est le signe qui arrivera Ouais, 6 mois c'est après. exactement ça. C'est ça. C'est rien de. Ouais. Et en fait, il faut connaître là, par contre, l'analogie entre les signes opposés, quoi. C'est juste ça. Mais automatiquement, il est vraiment au même degré, mais juste dans le signe C'est ça. opposé, en fait. Et je vais expliquer pourquoi par après. moi Ok. j'ai une Donc, petite question. ascendant. Oui. Pardon, Céline, tu as terminé? Oui, oui, moi j'ai Mais la question que je me posais, donc on a notre signe solaire qui est vraiment finalement, qui représente la personne qu'on est réellement. Notre ascendant qui est la personne qu'on est lorsqu'on est, je vais dire, en société avec des gens qu'on ne connaît pas trop. Et le Plus descendant, alors, superficiel. par rapport à ça, qu'est-ce que ça représente? Donc, alors, le descendant.
en fait, si vous voulez, là où l'ascendant va vraiment être les énergies qu'on va dégager au premier abord, le descendant va être plus ce qu'on va percevoir dans les autres, mais qui sera projeté, en fait. C'est une valeur qui va être qu'on va percevoir chez les autres parce qu'en fait, elle est un peu plus cachée en nous. Après, elle peut être plus ressortie si on a des placements dedans, mais en général, c'est un peu comme une projection. Imaginons, donc là, je vais commencer à partir de la description des signes. Je vais dire maintenant quel descendant est lié à l'ascendant. Je vais les citer tous, au moins vous aurez chacun du coup faire le lien avec en fonction de l'ascendant que vous êtes. Donc si vous êtes ascendant Bélier, votre descendant est Balance. Si vous êtes ascendant Taureau, votre descendant est Scorpion. Si vous êtes ascendant Gémeaux, votre descendant est Sagittaire. Si vous êtes ascendant Cancer, votre descendant est Capricorne. Si vous êtes ascendant, du coup, Vierge, votre descendant est Poisson. J'ai oublié l'ascendant Lion, où le descendant est Verseau. Ascendant Balance avec un descendant Bélier. Ascendant Scorpion avec un descendant Taureau. Ascendant Sagittaire avec un descendant Gémeaux. Ascendant Capricorne avec un descendant Cancer. Ascendant Verseau avec un descendant Lion et ascendant Poisson avec un descendant Vierge. Donc voilà, maintenant, je vais un peu rentrer dans le détail de ce que signifie chacun. D'abord en commençant par les notions plus spécifiques, on va dire. Donc, comme je disais, là où l'ascendant est vraiment ce qu'on va projeter au premier abord, aux autres en fait. C'est notre projection aux autres. Le descendant va être ce qu'on perçoit dans l'autre. Ça, c'est une notion un peu plus psychologie, savoir que je suis plus branchée dans ce thème astropsychologie. Moi, je Donc par en fait, rapport à ça, rebondir, parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire par ce qu'on perçoit par rapport aux autres. en fait, Ce qu'on perçoit chez les autres. il y a ce truc où, imagine, je vais prendre l'exemple avec le premier, donc l'ascendant bélier. Donc l'ascendant bélier, c'est quelqu'un qui, au premier abord, il va avoir une posture assez dynamique. Elle va savoir en fait se montrer assez confiante. Et en fait, des fois, ça peut être une illusion. Parce qu'en fait, la personne, elle ne peut pas forcément avoir confiance en elle, mais c'est ce que les autres percevront en elle au premier abord, en fait. Parce qu'elle a une posture plutôt affirmée. Et en fait, l'ascendant bélier, derrière ça, se trouve quand même ce côté où elle va chercher à s'affirmer inconsciemment. Même si c'est pas forcément ce qu'elle sait faire naturellement, elle le cherche. Et c'est pour ça qu'elle y tend. Et en fait, l'ascendant, c'est vraiment une énergie qui a été mise en valeur pendant l'enfance. Et donc, en fait, là où on vient en descendant, c'est que pour cet ascendant bélier qui a justement tendance à s'affirmer, même si c'est pas toujours réussi, c'est ce qu'il recherche, et ben en fait, le descendant balance, lui, ça va être vraiment ce qu'il voit en l'autre. Donc, lui, c'est parce qu'il sait s'affirmer qu'en général, il va voir en l'autre justement ce côté euh, savoir se connecter, en fait. Pour expliquer ça d'une manière plus simple, c'est qu'en fait, l'ascendant bélier est fort plus centré sur lui. Et il y a le descendant balance, euh, où justement, la personne, elle va voir en fait toutes ces thématiques de l'affirmation de soi dans la relation dans l'autre. Et en fait, le descendant, c'est aussi les personnes qu'on attire à nous. Donc là où nous, on est plus naturellement notre signe ascendant, on va attirer notre énergie descendant à nous. Donc, très très souvent, on va attirer des personnes avec une énergie du signe descendant. Pas forcément dans le signe solaire, mais en général. Et donc en fait, avec un ascendant bélier, nous je retombe là-dessus, on va plutôt attirer des personnes avec des énergies de balance. Parce qu'en fait, elles vont mettre en lumière en fait justement cette énergie de balance qui est en nous. Donc là où nous, en tant qu'ascendant bélier, on va plus avoir tendance à s'affirmer, le descendant balance, donc les personnes de notre entourage, tout ce qui va être extérieur avec des énergies balance, vont, comme je disais tantôt, donc ça se complémentarise. Donc ça va nous apprendre à justement être beaucoup plus dans l'accueil et la réceptivité, être beaucoup plus dans la douceur aussi. Parce que la balance, elle est beaucoup plus vraiment très douce au point des fois de se sacrifier pour les autres. Là où le bélier est quand même plus auto-centré. Et donc, en fait, c'est à chaque fois les deux signes opposés qui ont toujours ces choses à s'apporter. Et du coup, il faut savoir aussi que
chaque signe, en fait, a vraiment sa part d'ombre et sa part de lumière. Il n'y en a pas un qui est forcément meilleur que l'autre. Ils ont vraiment chacun leurs choses à apporter. Et du coup, pour répondre à la question, l'ascendant, bah, c'est vraiment en fait l'énergie qui aura pour but de nous apprendre en fait et de nous faire évoluer. Et donc en fait, c'est souvent une énergie. J'ai dit l'ascendant ou j'ai dit le descendant? T'as dit ascendant, mais on a compris. Ok, c'est le descendant. Et donc, en fait, le descendant a vraiment pour but de nous faire évoluer parce qu'en fait, ce sont des énergies qui sont moins innées, en fait, en nous, on va dire. Et en fait, elles vont être mises en valeur au travers de justement ce qu'on va attirer. Donc, c'est pour ça qu'on peut complètement. Donc, il y a aussi cette notion en psychologie où on est obligé de rencontrer des personnes différentes pour justement nous faire évoluer parce que, en fait, au final, si on serait amené à rencontrer que des personnes qui nous ressemblent, on n'apprendrait pas. Là où justement le descendant va pouvoir nous apprendre et nous faire évoluer. Alors évidemment, il y a aussi certaines évolutions dans chacun des placements dans notre thème, mais le descendant peut être plus percutant, j'ai envie de dire. Et du coup, comme on va souvent retrouver cette énergie de descendant dans les autres, et ben en fait, ça va vraiment nous permettre d'évoluer. Et des fois, des personnes trop différentes, à l'inverse, c'est parce qu'elles vont souvent refléter l'énergie de notre descendant. Et là, par contre, il va être question en fait de savoir remettre en question les choses pour justement essayer de trouver une harmonie entre les deux si on veut que la relation fonctionne. C'est toujours important d'assister sur le libre arbitre derrière, mais du coup. Voilà, je ne sais pas si vous avez une question avant que je rentre dans le Ouais, détail. deux questions. Il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé si c'était du coup un peu comme yin et yang. Je trouvais que c'était intéressant. Et moi, ma question, c'est du coup quand tu dis donc si on est ascendant bélier, on va être attiré par des gens qui ont des énergies balance, mais c'est d'office du coup quelqu'un qui est de signe astrologie balance ou c'est quelqu'un qui dans son thème astral a beaucoup de balance? Ok. Je vais d'abord répondre à ta question, donc à celle que tu viens de dire, après je répondrai à la première que tu as posée. Donc en fait, quand je parle d'énergie que l'on va attirer à nous, je dis bien énergie et pas signe, C'est ça. parce qu'en fait, nous sommes composés de tous les signes du zodiaque, juste à des nuances subtilement différentes. Et donc en fait, non, ça ne se retrouve pas nécessairement dans le signe solaire. C'est ça. Le signe solaire peut être un indicateur de ce qui pourrait être révélé, mais imaginons une personne, voilà, ici, je vais reprendre le même exemple que je disais, on est descendant balance, on va attirer fort cette énergie à nous. On peut complètement être en relation avec quelqu'un qui est soleil en vierge, rien à voir, mais qui par contre aura plein d'autres placements concentrés dans l'énergie de la balance, ce qui fait qu'elle va quand même refléter cette énergie de balance. Et donc en fait, la dualité pourra quand même être présente, et cette dualité, en fait, si on sait bien se remettre en question, si on a envie aussi d'évoluer au-delà de ça, on peut voir que c'est une relation qui peut nous apprendre beaucoup de choses, là où souvent certaines personnes peuvent avoir tendance à se braquer lorsque des personnes sont trop opposées à elles. Donc voilà, c'est pour répondre à la question. Et donc en fait, pour en venir au yin-yang, alors oui, complètement, c'est complètement lié parce qu'en fait, le yin-yang, il y a toujours cette part de lumière, cette part d'ombre. Et donc en fait, j'ajouterais plus à cette nuance qu'en fait, la part de lumière et la part d'ombre se trouvent dans chaque signe. Et donc, en fait, au fur et à mesure que nous, dans notre ascendant, on va exprimer la part de lumière de ce signe, on va attirer aussi la part de lumière du signe descendant dans l'autre. Alors là, c'est un peu plus complexe, mais en gros, au plus on arrivera à gérer, mais vraiment, quand je dis gérer, c'est vraiment le fait d'exprimer au mieux les vibrations du bélier, au plus on arrivera à attirer aussi des personnes qui seront dans la lumière de la balance. Donc en fait, imaginons le bélier dans sa lumière, ça va être vraiment un signe qui sait s'affirmer, mais qui a une certaine assertivité. Pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire assertivité, c'est le fait de savoir s'affirmer sans imposer sa voix à l'autre. Et donc en fait, donc, les personnes qui ont vraiment cette énergie de bélier dans une bonne gestion, on va dire, eh ben, ils vont attirer du coup les énergies de la balance de lumière qui vont être plutôt les énergies de dévotion, de se lier à l'autre, de la communication, de la douceur. Là où l'ombre de la balance peut être le sacrifice et la soumission. Là où, inversement, le bélier, dans sa part d'ombre, ça peut être la dominance. Parce qu'il peut tellement chercher à s'affirmer que des fois, il va inconsciemment peut-être dominer ses relations, les choses en général, parce que l'ascendance reste quand même une énergie qui intervient un peu sur tous les plans de notre vie, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais savoir. Est-ce que j'ai bien répondu? Ouais,
La réponse a été complète au moins, ça c'est sûr. Du coup, moi justement par rapport à ça, j'aurais bien voulu savoir, mais comment alors on sait qu'est-ce qui influe le plus dans notre signe et de quelle manière? Parce que du coup, par rapport à ce que tu dis, alors tu- je suis taureau ascendant scorpion. Ok. En taureau. C'est marrant. Mais comment qu'on fait pour savoir à ce niveau-là où l'ascendant influe dans ma culture, dans mon caractère, dans mes interactions sociales, et où c'est le descendant? Ok. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un peu une structure plutôt complexe, ce genre de choses, lorsque l'ascendant représente en fait l'opposé de notre signe solaire. Et en fait, là, en fait, on rentre beaucoup plus en profondeur dans le thème astral pour vraiment comprendre comment est-ce que ça influence en nous. À savoir que le soleil et l'ascendant ne visent pas les mêmes choses en nous. C'est-à-dire que, en fait, chaque chose représente un mécanisme psychologique dans la personne. Donc là où le soleil va représenter notre ego, notre identité profonde, notre essence, l'ascendant va être plus notre personnalité au premier abord. Donc c'est-à-dire qu'au premier abord, tu peux peut-être avoir cette tendance beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus axée sur le spirituel aussi, parce que le scorpion, on ne peut pas ne pas le lier à l'ésotérisme. Le taureau est un grand terre-à-terre, c'est vraiment pas le signe le plus connecté à toutes ces énergies spirituelles, pardon. En revanche, il est très connecté à la nature, le taureau. C'est pour ça, en fait, qu'on assemble tout. Et c'est seulement quand on voit le thème astral complet qu'on peut vraiment voir comment est-ce que les énergies interagissent entre elles. Parce que juste un ascendant et un soleil ne permettent pas de comprendre correctement, avec précision, comment est-ce que la personne va vivre son thème astral et comment est-ce qu'elle va vivre ses énergies. Tu peux très bien avoir un soleil en taureau et beaucoup plus d'autres placements en taureau qui fait que tu vas plus te projeter dans ton taureau. Et inversement, d'autres placements dans le signe du scorpion qui peuvent être plus t'amener à vivre tes énergies de scorpion, en fait. D'autres questions? Du coup, juste pour compléter ça, le thème astral, tu le calcules par rapport à quoi du coup? Donc tu prends ces trois éléments-là, mais quoi d'autre? Donc, le thème astral, pour calculer le thème astral, donc ça se fait. Donc en fait, pour savoir ce que c'est le thème astral, au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas, c'est vraiment le schéma en fait des planètes qui étaient en présence par rapport à notre lieu de naissance, notre date de naissance et notre heure de naissance. À la minute près, c'est très important parce que le degré d'ascendant peut changer. Et du coup, en fait, c'est vraiment comment est-ce que les planètes étaient situées lorsque nous étions nés. Donc, imaginons là, actuellement, il y a la Lune en taureau dans le ciel. Et ben en fait, les personnes qui vont être nées maintenant, ils vont avoir la Lune en taureau dans leur thème astral. Et en fait, la carte natale, en fait, le thème astral, ça représente vraiment cette représentation-là. À savoir qu'il y a aussi une petite notion à savoir, c'est qu'en fait, les constellations, ça c'est juste une petite anecdote, mais les constellations qu'on retrouve dans le ciel, par rapport au schéma, donc en fait, le soleil ici, et, donc là on est en juin, donc le soleil est en gémeaux, et ben en fait, le soleil est en gémeaux, pas dans la réalité, mais plus par rapport à comment est-ce qu'étaient les constellations à l'époque traditionnelle. Parce qu'en fait, depuis le temps que l'astrologie a été créée, les constellations, elles ont changé de place. Elles ont bougé parce que la planète bouge en fait tout simplement dans le système solaire et du coup les constellations se sont décalées. Donc en fait là le Soleil est en Gémeaux traditionnellement parce que la constellation était là-bas donc à l'époque. Ok. Je ne sais pas si vous avez arrivé à suivre. Oui, c'était clair. Ok. Il ne faut pas hésiter si c'est pas clair à m'interrompre parce que j'ai tendance à un peu m'envenimer. D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais entendu que du coup c'était décalé à peu près d'un signe par rapport à l'époque là. Ça, c'est avec le débat du Serpenteur qui a été mis, etc. Mais j'y suis pas plus calée dessus. C'était juste pour la petite anecdote. Mais je sais pas exactement les chiffres et le décalage qu'il y a. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que les constellations, c'est pas, faut pas faire le lien entre l'astronomie et l'astrologie parce que ce qu'on va regarder ne va pas être la même chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions Oui, dans le live. du coup, donc, Djangali disait, donc, on a le signe solaire, l'ascendant, le descendant, et combien d'autres choses il y a dans le thème astral? Ouf. Alors ça peut vraiment être illimité et en fonction de ce que la personne va, de ce que l'astrologue en fait va décider de voir.
C'est-à-dire que non seulement il existe toutes les planètes du système solaire, il existe également des points fictifs, comme la lune noire, par exemple, qui représente un peu plus les caractéristiques de la lune, mais d'une manière beaucoup plus sombre. Là, par contre, c'est ce qu'on va plus voir en astrologie karmique, où justement on va beaucoup plus aller dans les vies antérieures, etc. On retrouve aussi des astéroïdes comme Junon, comme Cérès, comme Vesta, qui sont vraiment aussi à voir. Mais en fait, c'est comme si, pour donner quelque chose de plus banal à comprendre, c'est bêtement, OK, chaque élément en fait peut représenter un outil de description de la personne. Et l'astrologue, en fonction aussi de la demande du client, va choisir ce qu'elle va regarder pour la personne. À savoir que tous les astrologues ne connaissent pas non plus tous les astéroïdes qui existent, parce qu'il y en a vraiment une infinité, j'ai envie de dire. Donc, en fait, c'est pour ça on adapte beaucoup. Mais en fait, le plus essentiel, en fait, reste vraiment le système solaire. Et le système solaire, donc toutes les planètes. Et du coup, quand même donc les points fictifs, ascendants, descendants. Et il existe aussi les maisons en astrologie qui vont être très importantes. Et en fait, les maisons, ça représente des domaines de vie. Ok. Il y a une très très bonne question, enfin deux très bonnes questions sur le chat. La première d'Émilie qui demande, est-ce que la connaissance de notre thème astral peut nous apprendre des choses sur ce que nous vivons et sur qui nous sommes? Alors oui, énormément. D'ailleurs, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à sortir un peu de la dépression que j'ai déjà pu avoir. Parce qu'en fait, le thème astral nous rapproche de qui l'on est. En fait, le thème astral, donc là où, par exemple, une séance de médiumnité peut amener des informations par rapport aux énergies que l'on a actuellement, le thème astral va amener des énergies, je trouve, en tout cas, beaucoup plus profondes par rapport à nos mécanismes à l'intérieur. On va dire que c'est beaucoup plus, ça prend en compte, ça prend beaucoup de recul sur la personne qu'on est. Ça permet de vraiment voir comment est-ce que nous interagissons en nous, quels sont nos points de tension. Est-ce que je serais j'aurais plus une tendance à la dépendance affective? Est-ce que j'ai une dualité émotion et une dualité raison? C'est plein de réponses pour lesquelles les lectures de thème astral peuvent répondre. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous, faut pas hésiter à me contacter. Mais en tout cas, ça permet vraiment de voir, de prendre beaucoup de recul sur qui l'on est. Et en fait, il faut savoir aussi que quand on effectue une lecture de thème astral, il y a toujours le libre arbitre aussi qui est très, très, très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir En fait, ça va révéler, si vous voulez, notre inné. Ça va révéler, en fait, nos énergies, comment est-ce qu'elles interagissent de base. On peut voir d'ailleurs énormément de choses comme les relations qu'on entretient avec chaque membre de notre famille, par exemple. C'est vraiment très, très, très complexe. On peut aller très, très, très loin dans vraiment ce que l'on cherche à savoir. Et donc, en fait, j'en venais où? Excusez-moi, j'ai perdu le fil. J'en venais où justement, ça permet vraiment de se comprendre et de libre arbitre. En fait, ça nous permet un peu d'aussi de voir quelles sont les énergies qui y a en nous pour justement essayer de les retravailler. Parce que c'est pas juste comprendre qui on est, c'est comprendre qui on est pour essayer justement d'être la meilleure personne. Parce que notre libre arbitre va toujours faire en sorte qu'on sera dans une énergie euh, plus augmentée ou peut-être plus faible d'un signe. Et donc en fait, c'est là on voit en fait que l'astrologie n'est pas fixe, l'astrologie est évolutive. Et c'est important d'assister là-dessus parce qu'en fait, on a beaucoup une vision de l'astrologie qui est juste prédictive et fataliste, alors qu'elle n'est pas du tout le cas. Pas en tout cas comment est-ce que moi je la vois. Et donc en fait, on va beaucoup insister sur, moi en tout cas, j'insiste énormément sur le libre arbitre qu'a la personne. Et donc en fait, le thème astral va vraiment plus montrer ce que la personne va mettre en valeur en elle, quelles sont les énergies dans lesquelles elle a envie, enfin pas qu'elle a envie d'être, mais qu'elle a en fait. Et comment les développer en fait. Elle répond vraiment à cette question, comment est-ce que je peux faire pour évoluer au travers de ce que j'ai en moi en fait. C'est vraiment une question principale que peut répondre les lectures de thème astral. Et parce que c'est vrai qu'il y a des sites internet justement qui proposent une lecture de thème astral, comme on va citer un qui est bien connu et d'ailleurs qui est sur le chat, Evozen. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces sites internet justement qui te présentent en quelques lignes, enfin, moi j'ai déjà utilisé ça aussi, en moins une page et demie grand maximum, le thème astral. Alors, il faut savoir que dans ce genre de site, ça n'est jamais personnel.
Parce qu'en fait, tout ce qui va être écrit à propos de tel placement, ça va être très caricatural. Parce que c'est-à-dire que le site, quand il va vous... Imaginons, le site vous dit, vous êtes soleil en bélier, ascendant, balance. Euh, ben, en fait, il va juste décrire l'énergie du soleil en bélier dans sa pureté, de la manière la plus brute possible, en fait. Sauf que dans notre thème astral à nous, on comprend que tous nos signes font des interactions ensemble. Donc, pour vous donner des exemples avec des couleurs, là où le soleil en bélier peut peut-être être rouge, nous, comment est-ce qu'on va vivre? Ça va peut-être être rouge avec des nuances de bleu, de vert, d'orange. Et en fait, c'est là toute la nuance. Ça va être important de garder beaucoup son recul sur ce qui est dit sur le site et pour justement prendre en fait vraiment juste les infos qui nous correspondent. Et donc, en fait, au final, on n'aura jamais une lecture de thème astral personnalisée dans justement un site internet. Et pour répondre du coup à la question de la fiabilité, alors Everzen n'est pas toujours correct dans ses calculs. Moi, je ne l'utilise jamais et j'ai déjà d'ailleurs rencontré pas mal de personnes qui pensaient avoir un tel ascendant, mais en fait qui se trompaient parce qu'Evozen peut avoir des erreurs de calcul. Pour utiliser vraiment être sûr de son ascendant, alors c'est peut-être un peu plus complexe, mais si ça vous intéresse, je pourrais peut-être éventuellement reparler une autre fois de comment voir en fait vraiment notre thème astral à nous, juste vraiment le voir et le comprendre. Et donc en fait, ça se fait avec Astrothème, donc Astrotheme, donc tout lié sur Internet, c'est gratuit, c'est fiable. Et en fait, là, par contre, il faut vraiment avoir une certaine connaissance pour comprendre. Après, on retrouve quand même de base le soleil, une petite description pour dire de se projeter un peu sur ce qui signifie. Donc, soleil en tel signe et de l'ascendant en tel signe. Et là, par contre, on est sûr que l'ascendant est bon. Si l'heure de naissance est correcte. Parce que si l'heure de naissance n'est pas correcte, bah, du coup, l'ascendant ne sera pas correct et ça peut complètement fausser le reste du thème astral. Il y avait deux autres questions sur le chat. Est-ce que l'astrologie est liée à la numérologie? Et la deuxième question, quelqu'un de prématuré doit-il calculer sur sa date de naissance ou sur la date présumée? Je pense que c'est la date de naissance, mais je te laisse y répondre. Alors, je suis désolée, je dois charger mon téléphone. Je fais pareil. Ça m'embête un peu parce que je ne sais pas comment poser. Ah bah, je le tiens en main comme Bon. ça. Bah, je vais tenir en main. Donc, alors, en fait, donc la première question, c'était... Je suis désolée. Lié à la numérologie. Est-ce que l'astrologie et la numérologie Alors, sont liées? je ne m'y connais pas. Je ne suis pas la personne la plus compétente dans la numérologie. Je n'ai que quelques bases, je suis plus initiée, mais légèrement. Donc, je ne serais pas la plus apte à répondre à cette question. Par contre, on peut faire des liens entre les signes et la numérologie, de ce que j'ai pu constater de moi-même. Imaginons la balance va beaucoup représenter le chiffre 2 parce qu'elle est associée à l'autre. Elle est associée vraiment à l'humain, en fait, à la collaboration, à justement aussi les, 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 les relations de longue durée. En fait, c'est vraiment le chiffre de l'association, la balance, en fait. Du coup, on peut faire le lien avec le chiffre 2 de l'astrologie, de la numérologie, pardon. Et donc, en fait, je ne sais pas si chaque signe est associé à un chiffre, mais il doit sûrement y avoir des liens avec la numérologie qui se font. Justement, je ne m'y connais pas assez en numérologie pour pouvoir faire ces liens et les expliquer. Mais en tout cas, oui, il y a des liens qui se font dans tout, de toute manière. Et je pense que ça traite aussi des sujets différents. La numérologie ne traitera pas du tout la même chose que l'astrologie, mais je pense que oui, il peut y avoir des corrélations entre un signe ou un chiffre. On a une autre question aussi qui est de Lumiscule, d'ailleurs. Bonsoir. Faut-il savoir exactement à la minute près l'heure de notre naissance ou alors est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre? Alors, je vais d'abord répondre à cette question et après je vais revenir sur la question qu'avait dit Céline parce que j'ai oublié d'y répondre. Mais du coup, pour répondre à cette question, alors oui, c'est très important d'avoir vraiment l'heure à la minute précise. C'est toujours possible de savoir lorsqu'on ne l'a pas sur notre carnet de naissance ou quoi. Enfin, d'abord, il fallait voir sur le carnet de naissance. Et si on n'a pas sur notre carnet de naissance, il y a peut-être toujours moyen des fois de regarder sur Internet, sur le site, je ne sais plus exactement, il y a des sites officiels de la commune ou quelque chose comme ça, peut-être sonner à l'hôpital où on est né, pour vraiment
connaître en fait notre heure de naissance précise. Malheureusement, oui, il y a certaines personnes qui ne la connaissent pas. Après, ben voilà, c'est juste une technique qui comprend l'heure et en fait, c'est important qu'elle soit à la minute parce qu'en fait, l'ascendant, c'est vraiment en fait ce qui va déterminer le climat du thème astral, on va dire. Et donc, en fait, donc, il y a 30 degrés par signe. Donc, imaginons, on va être né à 20h50, il va être à 29 degrés du signe. 20h54, il va être à 1 degré du signe d'après. Et donc, en fait, là, ça va complètement changer, du coup, la vision que la personne peut avoir des choses. Les interactions vont être complètement différentes. Alors, oui, de mon point de vue, si la marge se trouve en 10 et 15 degrés, je ne pense pas que ça va changer énormément, à moins que des planètes soient dans des maisons différentes, dans des domaines qu'elles agissent dans des domaines de vie différents. Mais sinon, si on ne connaît pas notre ascendant, on ne saura quand même pas vraiment aller déceler la profondeur de la lecture. Elle peut quand même être déjà assez initiée, on va dire, commencée, entamée, si on n'a pas notre ascendant, parce qu'en fait, on aura juste les placements des planètes en signe, on n'aura pas les placements des planètes en maison. Donc, il y a quand même moyen de savoir certaines choses. On aura la Lune, on aura Mars, on aura Mercure, Jupiter, Uranus, tout ce qu'on veut, mais on n'aura pas du coup les détails des maisons qui en fait, dans une lecture de thème astral personnalisé, sont vraiment indispensables. Ok. Savoir que tu avais des lectures à nous conseiller justement pour nous guider. Alors moi, j'ai aucune connaissance en astrologie, vraiment Ok. très peu. Les connaissances basiques qu'on peut lire sur Femina ou sur n'importe quel magazine qu'on trouve dans les gares. Est-ce que tu aurais par exemple des livres ou des auteurs ou des films ou des choses qui peuvent nous inspirer à apprendre un petit peu ce domaine? Si tu peux Alors aussi oui, revenir sur la question du ah oui, prématuré. pardon, pardon. Je réponds à ça, après je réponds à ta question, Xavier, Pierre. Mais du coup, pour répondre à la question du prématuré, alors non, ça dépend complètement de l'heure à laquelle on est né. Parce qu'en fait, j'avais déjà répondu à une de ces questions-là il y a peu de temps, pour justement le groupe Facebook, où en fait, c'est vraiment. Parce qu'en fait, lorsqu'on est, euh, c'est au moment où on sort, on va dire, du ventre, qu'on va vraiment être inspiré, on va dire, par toutes les énergies du ciel. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que l'influence va se faire, enfin, de mon point de vue en tout cas. C'est comme ça, en fait, qu'on reprend les choses de toute manière. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est pas la date lorsqu'on est prématuré? Parce qu'en fait, lorsqu'on est prématuré, bah, c'est juste une prédiction de l'homme. L'univers, Dieu n'a jamais dit, toi, tu vas être prématuré à tel instant. C'est l'homme qui a inventé, parce qu'en fait, il a ce besoin de cadrer et de mettre des cases dans les choses. Mais en soi, l'univers n'a jamais dit qu'il fallait 9 mois pour être né. D'ailleurs, preuve en est, il y a des personnes qui sont prématurées, qui vivent tout aussi bien que des personnes qui sont nées après 9 mois et demi de fécondité dans le ventre, on va dire. Donc voilà, pour répondre à la question. Alors, on peut passer à la question de John Kelly. Ah oui. Merci beaucoup. C'était quoi? Répète-moi. Les Je livres, te demandais si tu avais des des ouvrages ou des auteurs à nous conseiller, Ah oui. peut-être des livres, justement nous lancer dans l'astrologie. Je ne les ai pas comme ça de tête. En revanche, je peux vous conseiller éventuellement des chaînes Instagram qui permettent de le faire, mais je ne sais pas si je peux soit faire un post dessus pour vraiment que je puisse me focaliser là-dessus. Je peux déjà en proposer deux, trois ici. Je leur ferai limite un post par après sur ce que je peux conseiller en astrologie, parce que ça permettra, je vous donnerai les liens pour avoir vraiment des accès beaucoup plus faciles et directs sur ça. Du coup, déjà, première chose, niveau fiabilité, si on cherche un thème astral, etc., allez sur Astrothème. Deuxième chose, un livre, je n'ai plus le nom, mais je l'ai juste ici. Un livre qui, moi, m'a permis de débuter vraiment en astrologie. Bon, il est dans mon armoire tout dessus, je n'y ai pas accès maintenant, mais c'est apprendre la lecture de son thème astral.
Je leur mettrai de toute manière le lien parce que je ne saurais plus retomber dessus comme ça, mais je leur ferai vraiment un post. À mon habitude, ça va être plus facile parce que je suis un peu tellement dispersée, on va dire, dans ce que je pense. Sinon, par rapport à une chaîne Instagram, moi, une chaîne que je conseille énormément, c'est astro.sapio qu'elle s'appelle. Donc, c'est une astrologue née de deux parents astrologues. Et donc, en fait, elle amène vraiment les choses d'un angle très moderne, là où, en fait, elle vient vraiment démystifier tous les stéréotypes, en fait, de l'astrologie, et elle vient amener vraiment de réelles connaissances à l'astrologie sur ce qu'elle est. Ok. Je ne sais pas si niveau film, je connais pas forcément. Euh, Petite anecdote aussi pour ceux qui aiment l'astrologie, il y a une série Netflix qui a été sortie sur. Alors c'est pas axé fort astro, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus ludique. Ça s'appelle, laissez-moi retomber dessus. C'est une chose, c'est Astrolove ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Donc d'abord, ah non, ça c'est euh, Cosmic Love. Ça c'est euh, une genre de télé-réalité qui a été sortie sur la compatibilité des signes astrologiques. Euh, je, je referai un post de toute manière qui reprendra vraiment tout pour que je retombe exactement sur les noms parce que je ne me souviens plus exactement. Mais c'est vraiment une télé-réalité qui en fait est basée, en fait, elle a été un peu fondée par une astrologue. Enfin, c'est pas vraiment fondée par elle, mais en tout cas, elle a amené justement. Et bref, et tout joue en fait vraiment sur elle essaie de faire rencontrer des personnes qui justement vont matcher. Alors c'est fort télé-réalité du coup, mais moi j'ai trouvé quand même ça intéressant de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Il y a aussi une série italienne, vraiment série là par contre, qui a été faite où chaque épisode en fait représentait un peu l'énergie d'un signe. C'était une série d'amour entre deux personnes. Et en fait, au fur et à mesure, eh ben, dans chaque épisode, on voyait un signe astro. Il l'expliquait un petit peu au travers de l'épisode, quoi. Je referai de toute manière un post où j'expliquerai vraiment tout parce que c'est fort à chaud, donc je ne me souviens plus des noms exactement, mais je referai ça. Moi, j'ai une petite question et puis après, on va passer peut-être à la question du soir d'Émilie, qui nous fait une petite question du soir, bonsoir, en direct. Moi, j'ai une petite question. Je me posais la question de savoir, en fait, est-ce que grâce à l'astrologie, on peut lire l'avenir? Alors, on peut voir les énergies qui pourraient potentiellement se passer, mais elle n'est pas prédictive et fataliste. Elle va évoquer certaines tendances. Donc, par exemple, à tel moment, je vais avoir Vénus qui fait un aspect à ma lune. Ça peut être favorable ou non, en fonction de l'aspect qu'elle fait. Ça peut être favorable ou non à à mes émotions. Je prends l'exemple notamment de la pleine lune. Les pleines lunes, ce sont des périodes de tiraillement, périodes où les ressentis sont beaucoup plus à l'extérieur, où ils sont beaucoup plus forts. Et en fait, c'est parce que justement, on sait que en fait, l'énergie qui vient dans le ciel peut justement révéler ça en chacun de nous, ou pas, en fonction de notre sensibilité. Mais du coup, oui, ça peut. Je n'aime pas le mot prédire parce que c'est vraiment dire c'est fataliste et tout ce que je dis c'est correct automatiquement. Donc je n'aime pas ce terme. Mais oui, par contre, ça peut évoquer certaines tendances et certaines énergies qui peuvent se passer à tel moment. Et là, par contre, il faut vraiment beaucoup plus s'y connaître, être beaucoup plus professionnel et vraiment s'y connaître dans les transits. Et il faut vraiment toujours comparer à son thème astral personnel. J'insiste parce qu'on ne peut pas, par exemple, les horoscopes qu'il y a dans les journaux et tout, je tiens à le préciser. Franchement, il ne faut pas lire ce genre de choses parce que c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout ce qu'est l'astrologie et c'est que des trucs casseroles. Alors, je parle vraiment des horoscopes dans les journaux. Par contre, les horoscopes que font vraiment des astrologues, qui peut y avoir de temps en temps comme ça sur Instagram, ça oui. Mais encore une fois, c'est le thème astral. En fait, c'est toujours en fait comment est-ce que le ciel interagit avec nous. C'est toujours une histoire de l'astrologie. En fait, elle reprend vraiment notre prisme de la réalité au travers du monde. Et en fait, l'astrologie va toujours révéler ce qu'il y a déjà en nous. Ça, c'est important. On ne peut pas juste remettre en cause, oui, ça c'est à cause de cet astre-là, parce que
que ça se passe comme ça, c'est parce qu'en fait, oui, par exemple, quand je disais des bugs technologiques tantôt, ça va intensifier ces bugs-là, mais ça reste quelque chose de relativement extérieur. Mais tout ce qui va concerner vraiment notre vie et notre vécu, là, par contre, en fait, elle ne crée rien, l'astrologie. Elle met juste en lumière ce qui est en nous. Et les bonnes questions à se poser, c'est que oui, si tel placement est comme ça, qu'est-ce que ça réveille en moi? En fait, il faut savoir aussi que l'astrologie, c'est pas quelque chose qui se lit, c'est quelque chose qui se vit, en fait. C'est là toute la différence, parce qu'en fait, lorsqu'on les énergies, en fait, il faut savoir que quand on devient astrologue, alors je ne me considère pas encore comme astrologue aujourd'hui, je me considère comme praticienne de l'astrologie parce que je suis quand même relativement exigeante avec moi-même, mais il faut vraiment être très, 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 très poussé dans le domaine, je trouve, pour être considéré comme astrologue. Et donc, en fait, il faut vraiment des années et des années de concentration sur l'astrologie pour vraiment dire d'en être professionnel. Moi, là, ça fait plus ou moins 5, 6, 4, 5 ans plutôt que je m'y intéresse. J'ai une très, très bonne connaissance de la chose. Ça va augmenter, ça va s'améliorer évidemment, mais on peut toujours faire mieux et c'est vraiment quelque chose qui se vit parce qu'en fait, l'astrologie, c'est pas en un an qu'on l'apprend. C'est pas en un an qu'on la comprend, c'est pas en un an qu'on la parle parce que l'astrologie est aussi un langage. C'est une manière de voir les choses. Là où certaines personnes vont peut-être voir les choses d'un œil plutôt réaliste, l'astrologie va vraiment permettre de voir les choses au travers de 12 signes. Je prends exemple le tarot qui pourrait peut-être être un exemple qui pourrait beaucoup plus parler, c'est voir la réalité au travers de 22 arcanes majeures et il y a combien d'arcanes mineurs encore 42? Non, 40. Bref. Dites-nous sur le chat. Pardon? Je dis, dites-nous sur le chat combien d'arcanes mineurs il y a dans un tarot. Ouais, combien d'arcanes mineurs? J'ai oublié le mot, pas le nom, mais en tout cas, c'est vraiment voir, en fait, pour prendre cet exemple-là, le tarot nous permet de voir le monde au travers de ses yeux. Et ben, l'astrologie, c'est pareil. Il nous permet de voir le monde au travers de ses yeux, au travers d'archétypes. C'est décomposé, en fait. C'est un outil, en fait. C'est pas juste quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas si je dirais que c'est lié à une croyance, parce qu'en fait, en ayant expérimenté ça, ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un outil qu'on peut décider d'utiliser ou non et qu'on peut décider de voir les choses au travers de lui ou pas. Pour rebondir, en plus, quand tu dis les horoscopes dans les journaux, l'embêtant, en plus, c'est que c'est toujours lié au signe solaire. Mais Exact. du coup, vu qu'on est chacun influencé par tout le reste de notre thème astral, bah, c'est ridicule d'écouter Mais ça, enfin de lire c'est ça. exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, c'est pour ça aussi que c'est important de connaître son thème astral parce qu'à ce moment-là, on saura les énergies qui dominent un peu plus en nous. Par exemple, moi, je suis soleil en Capricorne et j'ai une très, très, très grande énergie de poisson, à la limite qui viendrait dominer mon Capricorne. Et donc, en fait, quand je vais regarder les horoscopes, je ne regarde pas les horoscopes des journaux, mais si je regarde les horoscopes d'astrologues, etc., je vais me focaliser d'autant plus sur le signe du poisson que mon signe du Capricorne. Parce que justement, le poisson va aussi me parler, en fait. Ben oui. Et donc, en fait, là est toute la question de savoir, en fait, notre thème astral complet pour vraiment voir les choses. Et en astrologie, c'est toujours rebondir sur vraiment notre thème astral, parce que notre thème astral, c'est notre vécu, c'est qui on est. On a eu la réponse pour les arcanes mineurs, il y en a 56. 56. Merci beaucoup. Ah, voilà, 56 arcanes mineures. Et du coup, ben voilà, on peut très bien voir le monde au travers des 56 arcanes mineures, et on peut très bien voir aussi le monde au travers des 12 signes astrologiques, aussi bêtement que ça. Petite question du soir, du coup, on va rebondir là-dessus. Alors, Émilie, tantôt a entendu parler des différentes maisons qu'il y a en astrologie. Oui. Tu nous as vaguement expliqué ce que c'était en disant que ça représentait donc des domaines de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on puisse vraiment un petit peu plus comprendre quand on dit qu'on a le soleil en maison 3, c'est possible? Oui. Donc, en fait, les maisons en astrologie, ça représente des domaines sur lesquels va agir la conscience de l'individu. Donc, c'est-à-dire que des personnes qui vont avoir pas mal de placements en maison 3, par exemple, elles vont être beaucoup axées sur cette maison. Cette maison, et en fait, par analogie, chaque maison est associée à un signe. Donc, la maison 3, ça représente le 3e signe du zodiaque, le Gémeaux. Donc, une personne qui va avoir pas
mal de placement dans cette maison 3 va aussi représenter pas mal d'énergie de ce Gémeaux, même si, imaginons, il y a le soleil en maison 3, elle va être Lion, et ben en fait, la personne va aussi révéler des énergies de Gémeaux dans son signe solaire, juste à d'autres niveaux, parce qu'en fait, c'est juste par ce domaine de vie. Donc, la maison 3, ça représente un peu la communication, les échanges, l'entourage. Elle représente aussi des petits déplacements qu'on fait, que en fait, le soleil va pouvoir s'exprimer. Le soleil qui peut représenter aussi l'ego, là où on se sent bien, là où on rayonne. Ça peut montrer que cette personne qui a un soleil en maison 3 va se sentir bien lorsqu'elle fait des petits trucs du quotidien, lorsqu'elle communique avec les gens, lorsqu'elle est dans pas mal de rencontres. Ça va être une personne qui va avoir tendance à faire des petits déplacements, qui va aimer faire des petites choses par-ci, par-là. Donc, en fait, c'est comme un exemple de comment peut s'expliquer en fait l'interprétation d'une maison. À savoir que une maison s'explique toujours au travers aussi euh, de la planète à laquelle est lié le signe qui y est, en fait. Donc, imaginons le soleil étant, enfin, la maison 3 étant en Gémeaux, et ben en fait, la planète liée aux Gémeaux pourra aussi donner des détails en plus sur le soleil qui est dedans, sur la maison qui est dedans, pardon. Et pour plus développer justement ce thème de comment est-ce qu'on communique. Imaginons de comment est-ce qu'on vit nos interactions avec nos frères et sœurs, parce que c'est aussi des choses qui sont liées à la maison 3. On a une autre question ici qui est arrivée sur le chat qui nous demande en fait concernant les ascendants si on peut avoir un aperçu sur la signification pour chaque signe. Je ne sais pas si c'est possible de le faire maintenant, c'est peut-être mieux de faire peut-être une publication à ce sujet. De faire l'explication de chaque ascendant, c'est ça, il y a eu un peu eu des bruits dont j'ai pas bien compris. C'est ça l'explication de chaque ascendant et chaque descendant, mais à mon avis, ce sera plus pertinent de rédiger une publication à ce sujet. Ben, en fait, oui, c'est ça. Et en fait, moi, personnellement, je trouve que expliquer les signes comme ça, les ascendants, les descendants, comme ça, je trouve ça fort fastidieux, personnellement. Ma lune en Gémeaux n'est pas en accord avec ça. J'aime bien des choses plutôt ludiques et qui sont exprimées simplement. Mais oui, ça peut être très fastidieux. On peut juste éventuellement, du coup, associer, en fait, si je pourrais donner un conseil, c'est le soleil d'un tel signe va représenter une telle énergie, eh bien, l'ascendant va plus représenter. Donc, les choses qui sont représentées par ce signe, ça va être vraiment ce qu'on va plus être nous au premier abord. En fait, c'est des subtiles différences. C'est vraiment quand on ne s'y connaît pas que je dis ça pour dire de vraiment avoir un aperçu très léger de notre ascendant. Parce qu'en fait, l'ascendant est aussi vraiment une. Il met en lumière quelque chose d'autre dans un signe, en fait, que par rapport à notre soleil. Moi, j'ai une question pour toi. Donc, quand on vient, donc, par exemple, chez toi ou peu importe, et qu'on a donc ce thème astral qui nous est dévoilé, il y a des choses qui nous parlent, des choses un peu moins, c'est possible aussi des choses dont on n'a pas toujours conscience. Mais tu as justement parlé du libre arbitre. Donc, ça veut dire que même s'il y a des choses qui nous sont amenées, on peut les changer. Complètement. Est-ce que du coup, si on arrive à les changer et qu'on revient refaire une lecture de thème astral quelques années après, ça va changer les choses? Alors oui, parce qu'en fait, la lecture de thème astral se fait par interaction. Et donc en fait, c'est encore le questionnement en fait du libre arbitre, c'est quand même une question assez complexe parce que le libre arbitre, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas cadré. C'est vraiment quelque chose qui est très flou en fait par rapport à qui on est. On n'a pas de limite fixe à ce que représente le libre arbitre en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai parlé notamment tantôt de l'évolution qu'on a par rapport à un signe. En fait, moi, je vais plus insister là-dessus. C'est-à-dire que si on veut être une personne qui a des fortes énergies de poisson, donc on peut être éventuellement dans la part d'ombre lorsqu'on va être plus dans la passivité de signe, dans la soumission que l'on a à l'autre. Pas soumis dans le sens où l'autre va nous contrôler, mais soumis dans le sens où on se laisse contrôler par l'autre. Il peut y avoir ce sacrifice qui peut être souvent fait, le fait de vouloir absolument sauver l'autre. D'ailleurs,
et en fait, j'ai pas envie de dire toutes les personnes dans la spiritualité vont s'y reconnaître, mais une grande majorité des personnes de la spiritualité vont avoir ce côté du poisson qui va être très présent, parce qu'en fait, le poisson est un des signes qui représente la spiritualité. Donc, fatalement, le fait de vouloir aider l'autre est quelque chose de très important. Je vais juste la petite aparté. Et donc, en fait, une première piste serait avant tout de voir, de se remettre en question, en fait, et de s'introspecter sur comment est-ce que je vis la chose. Si j'ai plutôt des faiblesses à justement, si je suis plutôt soumise, du coup, comme je disais, si je me sens pas forcément puissante, si je me sens pas forcément ancrée, en fait, bah, c'est parce que en analogie, ça peut être lié à des énergies de poisson. Donc, qu'est-ce que je peux faire en utilisant, donc en connaissant un peu la psychologie du signe, on comprend en fait ce qu'on peut faire pour justement évoluer dans ce signe. Et donc, en fait, je prends exemple d'une personne. Je sais pas moi, une personne très très stressée et angoissée. Ça peut être, il peut peut-être y avoir une certaine énergie de Pluton ou du Scorpion, parce que la Pluton est la planète liée au Scorpion dans le thème astral. Et donc, en fait, ça peut montrer, ça peut révéler, en fait, que vraiment, il va avoir cette énergie-là en elle. Mais et si la personne va faire une thérapie, en fait, elle ne prendra plus cette énergie d'angoisse du scorpion, mais elle se servira justement de la force qu'elle a eue d'être angoissée pour justement se sentir de la sécurité. Et là, je fais le lien avec le signe du taureau, qui est le signe opposé, qui représente la sécurité. Donc, comme quoi, le scorpion et le taureau sont opposés, mais je reviens à ce que je disais tantôt, ils se complètent. Et le fait de connaître, enfin d'être dans la lumière de l'un permet d'être aussi dans la lumière de l'autre. Et en fait, c'est pour ça que l'introspection est très, 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 très importante en astrologie pour justement pouvoir évoluer. Et en fait, le thème astral de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, parce que j'ai pas encore eu une vie assez complexe pour pouvoir l'affirmer, mais c'est que on peut vraiment retravailler sur les tensions intérieures. Le thème astral représente des tensions intérieures et on peut vraiment retravailler dessus. Alors, je trouve quand même que malgré tout, ce sont toujours des problématiques sur lesquelles on va s'accentuer. Ce sera toujours quelque chose pour moi, parce que ça représente quand même une genre de, en fait, il y a des aspects plus négatifs dans le thème astral, mais c'est pas forcément négatif, je dirais plus difficile. Et en fait, ces aspects difficiles vont justement nous pousser à agir, là où des aspects plus faciles vont nous pousser à un peu, ok, c'est comme ça, bah, j'ai besoin de rien faire, comme c'est déjà bien. Et donc, en fait, le fait de justement s'introspecter énormément va permettre de justement se concentrer sur ça. Et donc, en fait, euh, ben voilà, j'en venais où justement on a toujours le libre arbitre et le pouvoir d'évoluer sur ce qu'on a, mais il y aura quand même ce truc où on sera toujours focalisé en fait sur certaines les choses en fait que révèle notre thème astral. Imaginons on a la Lune qui fait un aspect à notre Mercure, donc ça veut dire que nos émotions interagissent avec notre intellect, notre manière de réfléchir. On pourrait peut-être être une personne plutôt euh, qui va aimer qui peut soit aimer communiquer beaucoup ses émotions, que ce soit dans le verbal, que ce soit dans le non comportemental, donc au travers qu'elle va être très émotive, par exemple, elle peut avoir une très bonne intuition, ça peut être ce genre de choses. Et ben en fait, l'aspect va déterminer un peu la nature de comment on va le vivre. Est-ce que c'est une personne qui va être beaucoup plus dans le côté plus lunaire, où justement elle va peut-être être plutôt naïve parce qu'il y a ce côté trop émotionnel dans la raison qui peut peut-être, elle, être justement beaucoup plus logique. Donc, est-ce qu'on va peut-être être beaucoup moins logique et beaucoup plus réfléchir avec notre intuition? Et en fait, ce sont vraiment deux visions des choses à prendre, deux visions des choses à prendre. Et en fait, en fonction de notre évolution, ça va faire qu'on se retrouvera plus dans l'une ou plus dans l'autre. Je ne sais pas si j'ai fort digressé, je ne sais pas si c'était assez clair. Non, ça l'est, merci beaucoup, merci. Je vais lancer une question et je ne vais pas l'écouter parce que je vais aller voir mon fils, voir s'il s'est bien endormi. J'aimerais savoir, ou plutôt pour les personnes qui nous écoutent, quelle est la différence entre le signe lunaire et le signe solaire? En quoi est-ce qu'il nous affecte et comment, surtout? Alors, je vais rebondir sur un concept qu'on a en astrologie. Donc, en fait, en astrologie, c'est pas le signe solaire ou le signe ascendant, c'est pas le signe solaire et le signe lunaire
on reprend surtout en compte le Big Tree, qu'on appelle ça en anglais, désolé pour l'accent, mais donc c'est le soleil, l'ascendant et la lune. C'est-à-dire que, et des fois, enfin pas des fois, mais aussi le maître d'ascendant, ça commence à prendre de plus de l'ampleur ces derniers temps. Et donc en fait, ce sont vraiment trois énergies, je vais reparler des trois pour faire plus simple, mais ce sont vraiment trois énergies qui vont vraiment beaucoup plus représenter notre personnalité là par contre. Et le fait de se focaliser sur ces trois signes, même si on ne connaît pas le reste du thème astral, pourra déjà nous amener beaucoup plus de réponses que juste notre signe solaire ou juste notre signe ascendant. Et donc en fait, là où le soleil va représenter qui on est, vraiment là où est-ce qu'on se sent bien, notre ego, comment est-ce qu'on brille. L'ascendant va représenter ce qu'on va faire au premier abord, quelles sont nos, nos actions primaires, on va dire, notre instinct. Et la lune va vraiment représenter comment est-ce qu'on est lorsqu'on est dans, dans un endroit où on se sent bien, lorsqu'on est dans le confort. Quand on est vraiment c'est un peu une sphère beaucoup plus intime de nous, en fait, la Lune. Le Soleil, c'est... En fait, donc, quand on rencontre quelqu'un, pour faire plus simple, quand on rencontre quelqu'un, on va voir l'ascendant. Donc, vraiment, on n'a pas encore forcément parlé avec, mais on voit l'ascendant en elle. Une fois qu'on parle un peu plus avec, en fonction du contexte, évidemment, on va peut-être voir un peu plus son signe solaire. Donc, comment est-ce qu'elle est, son identité. Imaginons, elle est Verseau, ça peut être une personne un peu plus détachée. Et plus intellectuelle. Et si par contre on va voir qu'elle a, imaginons, si on va nouer un lien beaucoup plus profond avec la Lune, c'est vraiment quelque chose de très 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 intime. La Lune est associée au cancer, le cancer qui est un signe lié justement à la zone de confort et du coup à tout ce qui est un peu euh, profond en nous, j'ai envie de dire. Les émotions notamment. Et donc en fait, la Lune va vraiment être, ok, elle va être vraiment l'intimité qu'on peut partager avec cette personne. Et du coup, notamment, comment est-ce que la personne est dans son profond intérieur, en fait. Voilà. Du coup, j'ai une remarque, je suis en train de me dire. En fait, c'est intéressant de faire une lecture de son thème astral, notamment avec toi, parce que moi, ça va très bien plus. Mais c'est aussi intéressant de te demander une lecture du thème astral de notre compagnon ou compagne, parce que ça peut aider vachement à comprendre l'autre, ses réactions, et donc comment l'aborder et comment faire avec notre compagnon ou notre compagne, ou nos enfants aussi. Ça, justement, je voulais rebondir directement par rapport à cette question, justement, je l'avais notée. D'abord, est-ce qu'on peut aller voir un astrologue ou un praticien en astrologie pour connaître le thème astral de quelqu'un d'autre? Alors, pour connaître le thème astral de quelqu'un d'autre, alors oui, c'est possible, mais la question est, est-ce que c'est déontologiquement et éthiquement correct? C'est ça. Moi, je ne trouve pas, parce que je trouve que le thème astral peut révéler de grosses pistes intérieures qui, selon moi, en fonction de ce que j'accepte, de mes principes, je ne tolère pas parce que la personne concernée doit pouvoir être consentante. Alors donc pour moi, je fais la lecture de thème astral personnel juste à la personne concernée. En revanche, il existe des lectures de compatibilité astrologique qui s'appellent les synastries. Donc en fait, c'est comparer le thème astral d'une personne avec le thème astral d'une autre personne. Et ça, en fait, c'est quand même beaucoup plus correct parce qu'en fait, ça permet de vraiment comprendre quelles sont les interactions qu'on a avec cette personne et du coup, comprendre ce que la relation a à nous apporter. Comprendre éventuellement les défis de cette relation, qu'est-ce qu'elle vient réveiller en nous, parce qu'en fait, l'astrologie, c'est beaucoup ça. C'est qu'est-ce que cette chose vient réveiller en nous, au même titre que les placements d'anciennes. Donc, imaginons le soleil étant Gémeaux, ça va réveiller les énergies de Gémeaux en nous. C'est une personne, elle va être Verseau, elle va réveiller d'une part, en fait, les énergies de Verseau qui est en nous. Et en fait, en fonction de comment est-ce qu'on vivra déjà cette énergie de Verseau en nous, ça fera qu'on sera plutôt capable d'accepter ou de rejeter ce que nous renvoie la personne, en fait. Et en fait, dans mes lectures de thème astral, je rebondis énormément sur comment nous, en tant que personne, on voit les choses. Parce que c'est ça qui fait énormément la différence. Là où avant, donc peut-être plus jeune, on peut peut-être avoir beaucoup de mal avec tout ce qui est différent de nous. C'est notamment en lien avec le Verseau. Peut-être en grandissant, en acquérissant de l'expérience,
on peut justement, au final, s'enrichir de toutes ces différences d'autrui. Et en fait, parce que justement, effectuer un travail sur nous, etc. Oui, tout à fait. Donc, il faudrait que tu aies le consentement d'une personne. Si, imaginons, moi, ça m'intéressait de voir le thème astral de mon compagnon et tu me demanderais d'avoir son consentement d'abord, quoi. Ou c'est lui qui doit venir te visiter et... Le thème astral complet, moi je le fais surtout pour la personne concernée, parce que inversement, si moi on demandait à un astrologue mon thème astral sans me demander, je trouverais ça vraiment, vraiment très, très, très bizarre. Ouais, Donc oui, moi je le ferais le thème astral personnel pour la personne concernée. Parce que je trouve pas ça déontologiquement correct, ouais, du tout à coup. fait. Après, par contre, on peut peut-être éventuellement rebondir sur les synastries, où là, ça permet de vraiment comprendre ce que la personne a à réveiller en nous. Du coup, c'est quand même beaucoup plus correct, parce qu'en fait, on prend ça plus comme une leçon, plutôt que réellement, des fois, le fait de juste avoir de la Oui. connaissance sur l'autre, en Ok, fait. ouais, ça c'est intéressant. Oui, ça peut être dangereux quand même hein, d'avoir la connaissance comme ça sur l'autre. En plus, premièrement, à son insu, mais même s'il donne son accord, c'est quand même plus intéressant que ce soit lui, d'autant plus s'il donne son accord, que c'est plus intéressant que ce soit lui qui vienne à la séance plutôt que ce soit quelqu'un d'autre. C'est clair. Et je rebondis quand même pour savoir par rapport aux enfants, les enfants mineurs. Si, imaginons, voilà, j'ai mon fils de 4 ans, je viens voir un astrologue, ou même toi, pour connaître son thème astral. Est-ce que c'est déontologiquement correct? Alors oui. Ça peut être déontologiquement correct. Parce qu'en fait, le thème astral peut vraiment permettre de comprendre. Alors, évidemment, en fonction de la demande, ça ne va pas être tourné de la même manière. Donc, moi, si imaginons je dois lire le thème d'un enfant ou quoi, je ne vais pas lire le thème de la même manière que je vais lire ton propre thème astral. Parce qu'en fait, ce que je mets beaucoup en valeur dans le thème astral, c'est aussi l'accompagnement psychologique qu'il y a derrière, la compréhension des mécanismes qui se trouvent dans la personne. Et donc, en fait, là où la lecture du coup, du thème d'un enfant, elle peut justement apporter des réponses à comment est-ce qu'elle fonctionne pour, justement, j'insiste là-dessus, pour essayer de proposer une éducation Ben qui oui, fonctionne mieux, en fait, c'est envers ça. cette personne. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus acceptable. Là où, des fois, juste connaître par curiosité le thème astral de quelqu'un d'autre, c'est bien parce que ça permet de comprendre, etc. Mais je trouve que comprendre juste pour comprendre, ça relève plus de l'intimité de la personne, là. Oui, quand je parlais de compagnon, du coup, c'était aussi dans la même optique, hein, parce qu'au départ, j'y avais vraiment pensé pour mes enfants, exactement pour ce que tu dis, parce Ok. une éducation pour un n'est pas nécessairement une éducation pour l'autre, et je te trouve qu'en connaissant le thème astral, c'est intéressant. Mais quand je parlais du compagnon ou de la compagne, maintenant, tout le monde n'aurait peut-être pas cette idée-là derrière la tête, mais c'était un peu dans la même chose. Tu ne vas pas gérer une dispute de la même façon avec une telle ou une telle personne, donc je trouvais que c'était peut-être intéressant de connaître le thème astral de ton compagnon aussi, quoi. C'est ça. Et en fait, tu dis thème astral, mais c'est parce qu'en fait, quand tu me dis ça, ça correspond plus à la synastrie, en fait. Ok. Parce que la synastrie, c'est vraiment la comparaison des deux thèmes. Et donc, la comparaison des deux thèmes comprend comment est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle met en lumière en toi, là où D'accord. juste le thème astral de l'autre va juste reprendre plus elle C'est ça. individuellement, tu vois. D'autant plus que la lecture de thème astral personnel, c'est vraiment la compréhension de la personne dans sa profondeur, tu vois. Ça ne met pas directement en lien les interactions qu'il y a entre toi et l'autre, tu Ok. vois. Ligne Astrid, je ne connaissais pas. C'est super intéressant. Synastrie, je vais le noter, ça va être plus facile pour ceux qui cherchent à se renseigner là-dessus. Après, c'est quand même c'est très, très, très complexe, la synastrie. C'est un outil astrologique. En fait, c'est un calcul que fait Astrothème, justement, ou d'autres sites d'astrologie, où il va justement comparer les deux thèmes. Et donc, en fait, là où il y a une roue habituellement pour un thème, il va y en avoir deux pour, pour une de chaque personne, en fait. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Et là, du coup, il faut comprendre, il faut savoir comprendre le thème astral normal pour comprendre, pour savoir faire la synastrie, en fait. Super. Un spécial coucou à Francis qui nous a rejoint, ou qui est peut-être déjà là depuis le début, mais depuis la République du Congo. Coucou à notre ami. Excellent. Salut! Il y a Trop bien. quelques questions sur le chat. Il y avait
Mahomi sur Saturne qui demandait est-ce que en fait l'ascendant pouvait prendre le dessus sur notre signe de naissance, donc le signe solaire. Alors, attends avant de répondre, on va faire un tour de table ici et chacun va donner son idée et puis après tu nous diras quoi. Djangali, tu penses quoi? Pour poser la question, ça a bugué un peu en même temps. Notre ascendant, est-ce qu'il peut prendre le dessus sur notre signe de naissance? Je pense que oui. Je pense que selon les situations, les phases de notre vie, ça doit pouvoir arriver. Et toi, Céline? Bah déjà, forcément, comme on l'a dit, quand c'est ce qu'on montre au premier abord. Donc, à chaque fois qu'on rencontre une personne, enfin, qu'on rencontre une nouvelle personne, déjà, oui. Et aussi, je sais que ça peut dépendre de si ton signe ascendant est aussi présent dans d'autres choses dans ton thème astral. Parce que, enfin, moi, ça a été le cas. Quand elle m'a fait la lecture de mon thème astral, mon ascendant est aussi sur Mercure, je crois. Et donc, le fait qu'il y ait deux fois l'énergie de ce signe-là bah, fait que moi, j'ai beaucoup de ce signe-là en moi. Donc, voilà. Donc, oui, ça peut prendre le dessus en fonction de la situation dans laquelle tu es, du moment de ta vie et aussi de tout ce qu'il y a dans ton thème astral. Alors, moi, je vais me faire l'avocat du diable, du coup. Hein. Vous avez dit tous les deux oui. Moi, je vais dire plutôt alors non, pas prendre le dessus dans le sens où c'est vrai qu'il y a certaines situations et les gens avec qui on est aussi, dans quel milieu on est, où à ce moment-là, c'est vrai que l'ascendant peut prendre le dessus, mais sinon, je dirais que quand on est dans un environnement plutôt familier, à ce moment-là, non. L'ascendant ne peut pas prendre le dessus pour moi. C'est pour ça que je dis ça dépend des moments. Bon. Quand c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un, bah, du coup, si c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un, vu que ton ascendant, c'est ce qu'on voit en premier, bah, on peut dire que la première fois que tu rencontres quelqu'un, entre guillemets, il prend le dessus. Et ça dépend, je te dirais même, ça dépend avec qui on est. Ça dépend. Pardon? J'ai vécu plusieurs vies. Et moi, mon ascendant, il prend le dessus si j'ai pas bu le café. Et moi, je dirais même encore un autre exemple. Notre ascendant pourrait ne pas prendre le dessus si on est dans un environnement familier ou avec des personnes qui nous sont familières, dans un environnement où on est sécuritaire. Alors à ce moment-là, si on rencontre une nouvelle personne, oui, vu que tu as déjà ta sécurité peut-être autour de toi. Ouais. C'est ça, c'est ce que je pense. Maintenant, on va laisser la parole à notre experte en la matière. Alors, c'est très intéressant la notion du contexte que vous avez apporté par rapport à l'ascendant, parce que c'est une vision beaucoup plus systémique des choses, ça reprend vraiment l'instant présent en fait. Et donc en fait, je vais en venir, ça va être une question assez complexe à répondre, ça, donc s'il y a des incompréhensions, il ne faut pas hésiter à me couper la parole. Mais alors oui, il peut complètement prendre le dessus du coup, en fonction du contexte. Mais en fait, j'ai envie de dire que le fait qu'une autre énergie domine notre ascendant, oui, c'est possible aussi. Mais c'est le mot dominer, en fait, qui, je dirais, est peut-être moins adapté. Parce qu'en fait, l'ascendant n'est pas dominé ou plus fort. L'ascendant s'exprime différemment. C'est-à-dire que c'est juste une autre chose. Euh, Imaginons notre signe solaire, c'est la main droite, notre ascendant, c'est la main gauche. C'est-à-dire que là où bah, on va faire certaines choses avec la main droite, on peut peut-être en faire d'autres avec la main gauche. Donc, c'est pas qu'il y en a un qui domine sur l'autre, c'est juste qu'ils ont des fonctions complètement différentes. Et donc, en fait, en fonction de comment est-ce que nous, on ressent les choses, là, c'est aussi différent. Parce qu'en fait, on peut très bien beaucoup plus se ressentir dans les énergies du signe solaire. Et là, alors, c'est pas que l'ascendant est plus faible, c'est juste que l'ascendant n'est peut-être pas dans des énergies aussi évoluées que ce qu'on croit, en fait. Et donc, en fait, le fait que ce soit des énergies peut-être beaucoup plus, pas faibles, mais moins évoluées, en tout cas que le signe solaire, ça peut faire que on s'y voit plus dans le signe solaire. Alors, du coup, après aussi, comme je disais, ça dépend aussi de ce que Céline a dit sur les planètes qu'il y a. S'il y a beaucoup plus d'interactions avec le Soleil dans le thème ou beaucoup plus d'interactions avec l'ascendant, là, ça peut peut-être être une question de domination parce que c'est plus naturel. Mais sinon, quand on vit notre vie de tous les jours, il n'y en a pas l'un, on va dire, qui prend plus de place que l'autre. Ça va être vraiment... plus ce qu'on va décider, enfin, avec quoi on va décider, quelle énergie en nous on va décider d'agir en fait.
Je réagis vite à un commentaire sur le chat. Oui, oui, vous pourrez revoir la vidéo. Ça m'a fait rire de voir que tu allais chercher tes enfants à la crèche parce que chez nous, il est 22h30. Mais j'ai vu qu'en effet, tu es en Guyane. Donc, bonjour Ouais. de la Belgique. Gros bisous à toi. Gros bisous à toi et ta famille, Sarah. Ça, c'est merveilleux d'avoir cette communauté internationale. Ouais. Franchement, je trouve que c'est juste incroyable. Toutes ces cultures, et puis c'est une richesse. Vraiment. Ouais, vraiment. Il y avait encore d'autres questions. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y avait d'autres questions. Juste Après, Émilie qui réagissait à ce que tu disais en disant du coup c'est comme en psycho, donc une partie de nous s'adapte en fonction de la situation, mais c'est vraiment ça. Hein. Ben, en fait, je fais des études de psychologie, donc fatalement, j'adapte en fait tout ce que j'apprends en psychologie dans mes lectures de thème astral. Donc c'est pour ça que, en fait, moi, je vois l'astrologie au travers d'un prisme psychologique. Donc, au-delà du fait qu'on y croit ou on n'y croit pas, ce que je dis va quand même être de réelles clés parce que c'est inspiré de tous les cours que j'ai, de vraiment cette focalisation sur la psycho, en fait. Donc oui, c'est exactement lié avec la psychologie et même la sphère que j'utilise de l'astrologie parce qu'il y a plusieurs sphères en astrologie. Bah, moi, c'est l'astropsychologie en fait dans laquelle je suis plus focalisée, quoi. moi, je me posais quand même une question de savoir pourquoi, lorsqu'il y a la pleine lune ou encore la nouvelle lune, eh bien, ça a autant d'effets sur nous. Et j'irais même jusqu'à dire que j'ai constaté que plus on est éveillé et plus ça a des effets sur nous. En fait, en tout cas, on les ressent plus. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le Soleil et la Lune, ce sont deux astres plutôt rapides dans le ciel. C'est-à-dire qu'ils avancent vite dans la roue du zodiaque. Alors, quand ces deux astres, pardon, interagissent, euh, merci Émilie, c'est gentil. Donc, quand ces deux astres interagissent, et ben en fait, ça, en fonction de l'aspect que ça crée, ça fait soit la nouvelle lune ou soit la pleine lune. Et donc, en fait, ça crée autant de choses parce qu'en fait, c'est en fonction de la signification de chacune des planètes, en fait, tout simplement. Donc, en cas de pleine lune, donc lorsque c'est la pleine lune, c'est parce que le Soleil est opposé à la Lune dans le ciel, en fait. Et donc, en fait, ça fait autant de ressentis physiques forts parce que ce sont nos émotions, ce sont les émotions dans le ciel qui sont opposées à l'ego, à l'identité. Donc, par extension, ça crée tout ce qu'on sait de la Lune, les révélations qui se font. Je ne vais pas commencer à développer le pourquoi du comment parce que ça reviendrait super long, mais par extension, du coup, ça fait tout ce qu'on sait de la pleine Lune. Euh, les ressentis très forts, des secrets qui sont dévoilés, des choses qui prennent fin, etc., etc., etc. Et du coup, la nouvelle Lune, c'est lorsque la Lune est conjointe au Soleil, donc lorsqu'ils sont vraiment au même niveau, en fait. Lorsqu'ils sont vraiment au même niveau dans le ciel. Et du coup, là, c'est une énergie de renouvellement, enfin, de renouveau, en fait, de commencement, vraiment un début, et là où la pleine lune représente une fin, en fait. Ok. Super intéressant. Super intéressant. Du coup, je vais faire le lien avec, à mon avis, c'est plutôt la pratique de Djangali et je vais directement te poser là une question. Comme il reste plus que 25 minutes, on va alors peut-être aussi parler sur d'autres sujets. Du coup, je navigue en eau trouble. Donc, Djangali, donc, comme on vient de parler de la nouvelle lune et de la pleine lune, j'imagine qu'il y a certains rituels qu'on fait plus à la nouvelle lune et d'autres à la pleine lune. Ou alors, est-ce qu'on peut totalement se dire de travailler de manière intuitive? Alors là, il y a aussi différentes écoles sur le sujet. Alors, à l'époque où moi j'ai commencé à travailler au niveau de la sorcellerie, il y a une vingtaine d'années de ça, on m'apprenait et j'avais appris qu'à la pleine lune, on travaillait plutôt avec les rituels noirs, les rituels d'ombre, les rituels qui travaillent sur les parts invisibles, et à la pleine lune, sur les rituels positifs de croissance, de prospérité, de fécondité. Et je me suis aperçu que ça dépendait beaucoup. En fait, nos rituels ne sont pas forcément toujours en lien avec l'état de la lune. Il y a des fois d'autres
influences qui nous empêchent, lors d'une pleine lune, de faire certains travaux qu'on ferait plutôt lors d'une pleine lune. Par exemple, on me parle souvent du chèque d'abondance, comme je dis, et le chèque d'abondance, moi, à l'époque où j'ai étudié ça, on ne devait surtout pas le faire dans une lune noire. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui le font en pleine lune noire et pour qui ça peut marcher. Donc, je pense vraiment que ça dépend aussi des énergies des autres planètes au moment de le faire et pas que de la Lune à l'instant T. Il y a tout qui influe autour. Les énergies, par exemple, de Jupiter vont faire que ce sera plus un moment pour la prospérité. Les énergies de Vénus vont faire que ce sera plus un moment pour l'amour et ainsi de suite. Donc voilà. En général, je pense que la Lune a une énergie bien plus puissante que tout ça, mais que son énergie est influée fortement par les planètes présentes. Pour moi, ça doit être un bordel dans le ciel avec les conjonctions planétaires. Voilà. Ok. Super Je vois Fiona intéressant. qui acquiesçait, donc Oui, c'est ça. Je lève des pouces. C'était en fait, avant même qu'ils le disent, j'y pensais. Et donc, en fait, enfin, je faisais le lien automatiquement parce que niveau sorcellerie, c'est pas, je suis pas forcément poussée. Et oui, c'est complètement cohérent parce qu'en fait, en fonction des énergies qu'il y a dans le ciel, ça va accentuer telle ou telle chose. Au plus, comme je disais tantôt, il y a des énergies dans le signe de la balance. Au plus, ça va mettre en valeur des énergies de la balance. Et donc, on sera beaucoup focalisé sur la question de à quel point est-ce qu'on est capable de rendre service à l'autre par rapport à nous et notre affirmation, en fait. Et donc, en fait, oui, c'est complètement lié parce qu'en plus, s'il y a une pleine lune qui va faire des aspects à Pluton, imaginons, elle va être vécue encore plus durement que si cette pleine lune fait des aspects à Vénus, qui est beaucoup plus légère, on va dire. Donc, en fait, oui, ça va être là, du coup, aussi, ça va aussi, ça rejoint ce que tu disais. Et en fait, là, je rebondis sur une question où justement, enfin, plus une réflexion où justement, moi, j'ai jamais vraiment aimé tout ce qui était codé. Ça, c'est un peu mon côté verso. Mais j'ai jamais vraiment aimé tout ce qui était fort codé dans la sorcellerie. J'ai beaucoup lu, oui. Alors, c'est la nouvelle lune, c'est le meilleur temps pour faire ça, etc. Et moi, dans ma tête, j'étais, mais au final, quand est-ce que c'est le meilleur temps pour le faire? C'est quand est-ce que nous, on le sent en tant que personne? Parce que c'est quand nous, est-ce qu'on sera appelé à le faire, qu'on sera au mieux réceptif et accueillir, faire ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, du coup, Xavier Pierre, par rapport à ça, mais moi, en tout cas, c'est une réflexion que je me suis faite. Donc, je t'en prie. Moi, là-dessus, je pense qu'on peut tout réaliser n'importe quand. Mais ça ne veut pas dire que tout va au mieux fonctionner. On peut, dans le besoin, dans l'urgence, on peut utiliser sa propre énergie, l'énergie symbolique, l'énergie de certains égrégores, à un moment qui n'est pas forcément propice. Mais je pense que si on veut maximiser nos chances, il faut essayer de réunir un maximum de conditions. Les planètes en font partie. Mais justement, moi, je trouve que c'est assez interpellant ce que tu dis, Fiona, parce que justement, j'allais te poser la question, toi qui vraiment connais les planètes et leurs énergies, eh bien, tu es plus à même de te dire, oh ben, si jamais je veux faire un tel rituel, ben, en fait, moi, je connais le ciel, ben, je vais le faire ce jour-là et tout. Et donc, ça m'intrigue que, du coup, tu dises ben, que du coup, tu n'aimes pas ce cadre que certaines écoles en sorcellerie, justement, avancent. Alors, oui, il faut savoir que même si je connais les planètes dans le ciel et tout, je ne suis pas forcément une grande adepte de prédictions astrologiques. Parce qu'en fait, c'est bien, c'est intéressant, ça permet ça suscite l'attention en fait. Mais je trouve que si on est, ça peut vite tendre à l'obsession en fait. Un peu comme les voyances et les choses comme ça peut vite tendre à l'obsession parce qu'on peut avoir, derrière ça peut se cacher un besoin de contrôle de notre vie. Et donc en fait, personnellement, par rapport à moi, ce que j'essaye de travailler, j'essaye d'éviter. Parce que justement, il faut que je sois beaucoup plus dans des énergies de lâcher prise et je ne pense pas que faire en fonction des énergies du ciel va me permettre à attendre ça. Mais encore une fois, ça va être une question du libre arbitre, ce qu'on cherche à savoir. Mais sinon, oui, on peut complètement faire ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a énormément de personnes ayant un pouvoir politique qui utilisent l'astrologie pour lancer certaines choses. Plein de grands astrologues l'ont déjà dit. Alors, il n'y a jamais eu de preuves et de sources sûres, mais c'est vrai, enfin, sources sûres, si, parce que ce sont des grands astrologues, mais de preuves directes, en fait, qui prouvaient ça.
Mais en tout cas, il y a vraiment énormément de grands astrologues qui le disent. Et oui, c'est clair que ça peut favoriser, du coup, les énergies astrales vont vraiment favoriser ça. Moi, du coup, c'est juste pas quelque chose que, que j'aime utiliser. J'aime plutôt être dans le oui, ok, maintenant je sais qu'il y a ces énergies-là dans le ciel, mais c'est plutôt vraiment dans un point de vue actuel. Donc, qu'est-ce que je serais plus amenée à faire aujourd'hui plutôt que vraiment aller voir dans l'avenir? Parce qu'imaginons, des fois, on va voir un certain aspect à notre Vénus. Waouh, ça peut montrer qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse, imaginons. Alors que des fois, c'est plus subtil que ça. Parce que des fois, ça peut peut-être bêtement être une nouvelle manière de voir ses relations qui va faire qu'on va mieux vivre nos relations et pas forcément avoir une nouvelle relation. C'est ça, en fait, aussi toute la nuance à avoir derrière. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut complètement utiliser. C'est juste moi quelque chose que je ne fais pas, en fait, par rapport à ce que je veux, moi. Mais c'est complètement cohérent Mais aussi. oui, c'est ça. Du coup, tu disais que ça pouvait tourner à l'obsession pour certaines personnes. Effectivement, hein, si jamais elles ont un caractère qui les pousse en faire justement une obsession, elles en font une obsession. Mais pour d'autres, par exemple, je prends mon cas quand je faisais de la sorcellerie, parce qu'à la base j'ai commencé avec ça. Et bien, du coup, moi, ça me rassurait. Je me disais, ben voilà, je sais que si je veux faire un rituel pour l'abondance, eh bien, je ne sais plus d'ailleurs si c'est Mars ou autre, ça fait tellement longtemps. Mais du coup, imaginons, je vais faire ça lorsque le jour, c'est mardi. Il me semble que c'est ça, non, Gali? Non, c'est plutôt. Enfin, ça dépend, on peut utiliser Jupiter. Moi, j'utilise beaucoup Jupiter pour l'abondance. Plutôt le jeudi. Plutôt, voilà, c'est ça, oui, c'est ça, le jeudi. Et donc, du coup, je savais qu'en faisant ça le jeudi, eh bien, j'avais plus de chances d'atteindre mon objectif. Et donc, du coup, bah, j'étais beaucoup moins stressée, beaucoup moins anxieuse et j'arrivais à lâcher prise. Parce que ça, c'est aussi un des secrets pour pouvoir voir ces rituels fonctionner, c'est le lâcher prise et donc ne plus y penser. Voilà, c'était mon expérience à ce sujet. C'est vraiment important. L'influence planétaire sont vraiment importantes pour les rituels. Enfin, c'est vraiment. On peut vraiment s'en passer, mais c'est vraiment le truc qui permet au rituel d'avoir l'énergie de l'univers en lui, quoi. On peut toujours se servir que de notre énergie, de l'énergie de la Terre, mais plus on prend l'énergie au loin dans l'univers, plus on puise à la source, plus ça fonctionne. Ouais, en vrai, On n'a pas très bien entendu, Djangali, à la fin. Je disais que plus on puise dans l'univers, plus on puise directement à la source de l'énergie, plus il y a de chances que les rituels fonctionnent. Tout à fait. En vrai, oui, ça semble complètement cohérent au même titre que l'univers, en fait, il vient mettre en valeur certaines choses en fonction des placements qu'il y a dans le ciel. Donc, c'est complètement cohérent. Et en fait, oui, je rebondis sur ce que tu disais, Louise, dans le sens où, oui, certaines énergies, du coup, on va pouvoir justement lâcher prise juste pour savoir quand est-ce que ça pourrait aider. Et là, en fait, je reviens à beaucoup au caractère de la personne. C'est propre à chacun. Il y a des gens, ça peut complètement tendre à l'obsession. Il y en a d'autres, ça va les rassurer parce qu'ils ont comme un certain contrôle sur la chose. Donc, à voir comment est-ce que eux gèrent le contrôle et comment est-ce que eux aiment l'avoir. Donc, oui, ça peut être utile, mais si ça répond aux besoins de la personne. Et toi, Parce qu'en fait, tu fais de la sorcellerie? alors non, non, je fais pas vraiment de sorcellerie. Enfin, je sais pas ce que tu entends exactement par sorcellerie. J'utilise beaucoup, en fait, par contre, le pouvoir des mots. J'utilise beaucoup les mots, en fait, pour vraiment attirer ce que je veux et je trouve que ça a un impact énorme. Alors, si par sorcellerie, tu entends rituel et tous ces trucs-là, j'ai jamais su accrocher, moi, personnellement. Pas parce, enfin, je sais pas, peut-être parce que je m'y connais pas assez ou pour je ne sais pas quelle raison, mais j'ai déjà essayé de faire des petits trucs par-ci, par-là, genre les petites superstitions, utiliser des petites pierres, mais à part ça, j'ai jamais vraiment il faut faire ce rituel à ce moment-là. Moi, avec ça, j'ai un peu du mal personnellement, parce que j'aime plutôt me laisser vivre et me laisser aller en fonction des ressentis que j'ai actuellement. Mais ça, voilà, comme je reviens, ça dépend de qui on est, de comment est-ce qu'on aime vivre, en fait. Et je pense que si moi-même, je suis pas dans cette envie de faire la chose, ça ne fonctionnera pas, même si les énergies de l'univers y tendent.
Après, je pars du principe aussi qu'en tant que personne, on est influencé par les énergies de l'univers. Donc, si on est attiré pour faire quelque chose, c'est parce que l'univers nous pousse aussi. Et là, en fait, je reprends du coup l'astrologie où justement les astres vont influencer quelque chose de spécifique en nous. Là où ça pourrait peut-être être complètement être différencié d'une pleine, là où une pleine lune basique peut complètement, imaginons, va se focaliser sur les rentrées financières. Ok, ça peut être possible de faire quelque chose à ce niveau-là en pleine lune, imaginons l'idée de n'importe quoi. C'est juste pour reprendre un exemple. Et ben en fait, au travers d'un autre moment dans le ciel, ça peut venir toucher aussi cette sphère-là en fait, juste différemment. Donc voilà. Et alors, Djangali, je voulais savoir par rapport à toi, toi qui pratiques beaucoup à l'extérieur, pour ne pas dire presque que à l'extérieur. Bon, oui. Est-ce que dans ta pratique, elle est fort cadrée, elle est fort protocolaire, ou alors il y a un petit peu d'espace à ton intuition? Alors là, je vais parler autant le côté taureau que le côté scorpion. Alors, comme je disais, moi, je me considère comme un côté intuitif. Donc, je vais beaucoup parler mon intuition. Mais Attends, je vais quand même, on t'entend pas, Djangali. je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça va mieux là? Oui. Voilà. Bon, alors je disais, moi, je travaille beaucoup avec mon intuition. Mais mon intuition me pousse quand même à me renseigner sur certaines choses. Et il y a quand même certains cadres que je tiens à respecter dans ma pratique. Par exemple, par exemple, les énergies planétaires au moment de mes travaux, c'est quelque chose sur lequel j'accroche beaucoup. J'aime vraiment faire les choses au temps où j'ai pu comprendre, voir, étudier que c'était le moment de le faire. Et pas forcément à l'instant, tout de suite, j'ai envie de le faire, alors je vais le faire. Je vais plutôt me donner les moyens de le faire dans le moment où j'ai calculé que ce serait plus possible. Ou par exemple, lorsque il y a certaines choses comme faire mon cercle, je le fais toujours de manière très protocolaire, toujours de la même façon. J'invoque et je conjure les éléments de la même façon à chaque rituel. Et ça n'en change pas. Taureau. Et voilà. J'allais le dire. Voilà. J'allais le dire, c'est ton côté Taureau. taureau. J'allais le dire. C'est ça. Le taureau, il a ce, pour les personnes du live qui ne comprendraient pas, le taureau, il a ce côté très stabilité. Et en fait, il se rassure dans ses opinions lorsqu'ils sont les mêmes. Il se rassure dans justement le fait que les choses se font de la même manière. Parce que pour eux, en fait, changer les choses, c'est un peu perçu comme un danger, même si l'ascendant scorpion change un peu ça en lui, parce que l'ascendant scorpion, justement, il va lui faire apprendre un peu à mourir et à se transformer. Et notamment à suivre son intuition, là où le taureau, au premier abord, n'est pas du tout un signe qui suit son intuition et beaucoup plus terre à terre, cartésien, protocole, structure, construction en fait, et construction stable en fait qui permettent de vraiment une certaine zone de sécurité en fait qui permet de rassurer. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'est le bordel dans ma tête. C'est ça. On a eu une bonne question sur le chat. On nous demande, les magnétiseurs, coupeurs de feu ou toute personne spirituelle ne sont-elles pas des sorcières par définition? Je vais vous communiquer ma définition personnelle de la sorcière ou le sorcier. Donc, pour moi, en fait, ce sont simplement des gens qui arrivent à utiliser les énergies de l'univers pour arriver à leur fin. Ça, c'est très simpliste, mais en même temps, je n'ai pas envie non plus de compliquer les choses. Pour moi, c'est vrai que c'est assez simple. Djangali, tu en penses quoi, toi? Tout à fait d'accord, en fait. Moi, on peut avoir des dons, enfin des dons, on peut avoir des capacités, on peut se servir de nos capacités sans pour autant être sorcier ou pratiquer la sorcellerie. Pratiquer la sorcellerie, c'est chercher dans un milieu de connaissances scientifiques. Enfin, c'est une science occulte, donc des recherches qui ont été faites depuis des générations et des générations. Et il y a quand même ce côté-là, quoi. Ouais. Pardon, je suis en train de ce que je dis. Tu peux répéter la question? Donc, en fait, j'avais communiqué ma définition de la sorcellerie. Et donc, c'était simplement, en fait, les praticiens en sorcellerie, les sorciers, les sorcières, ce sont simplement des gens qui arrivent à travailler avec les énergies de l'univers. Et je voulais avoir ton avis. Tandis que le sorcier ou la sorcière, c'est quand même, d'après moi, hein, la personne qui va vraiment rechercher à manipuler les énergies consciemment, volontairement et dans le sens qui l'intéresse, que ce soit dans le bien ou le mal.
mais de la façon qui intéresse la personne. Elle va vraiment chercher à transformer les énergies, à les adapter, à les accumuler et à les redistribuer. Ce que ne fera pas forcément le guérisseur qui va guérir d'instinct. Est-ce Il que faut. tu saurais rajouter Fiona? Elle a eu un petit bug, s'il te plaît. Et là, voilà, c'est en cours. La revoilà. Désolée pour ma disparition. Non, pas de souci, mais je te rejoins aussi tout à fait, Djangali, sur ce que tu disais. Il y a pas mal de personnes sur le chat qui communiquent sur le fait que les sorciers ont été brûlés parce que justement, ils savaient notamment soigner par les plantes et qu'ils avaient aussi d'autres capacités. Donc, pour moi, en tout cas, je rejoins ce fait. Pour moi, les sorciers et les sorcières à l'époque ont été brûlés, beaucoup plus les sorcières que les hommes, donc beaucoup plus les femmes que les hommes, pour plusieurs choses. Mais la première raison, c'est qu'à l'époque, et celle est toujours actuelle, c'était un monde patriarcal. Et les femmes avaient un certain savoir transféré, hérité par leur maman, par leur grand-mère, etc. Et donc, voilà, ce sont des choses qui ont fait peur à l'homme qui était au pouvoir à ce moment-là. Et la raison pour laquelle ils les ont brûlés, c'est une question de pouvoir aussi. Ils ne les ont pas brûlés parce qu'elles étaient des sorcières, mais parce qu'elles étaient des femmes intelligentes, Voilà. tout simplement. Il n'y a pas que des sorciers et des sorcières qui ont été brûlés, c'est des humains, des gens qui ont été brûlés. Il y a sûrement des sorciers et des sorcières qui ont été brûlés dans le lot. Et c'est surtout des hommes, des femmes, des enfants, enfin des êtres, peu importe. Ce n'est pas des sorciers qui ont été brûlés, c'est des gens. Oui, c'est ça, exactement. Ce sont des gens. Parce qu'en soi, finalement, un sorcier et une sorcière, c'est pas négatif. On utilise souvent ce mot et on y pense, enfin, on pense en tout cas que ça a une connotation négative, mais ça ne l'est pas. Il s'agit tout simplement de personnes qui savent travailler avec les énergies. Dans d'autres endroits du monde, on les appelle chamans. Dans d'autres Et de manière encore, on les appelle consciente, magiciens. Pardon? j'ajouterais que ce sont des personnes qui agissent de manière consciente sur les énergies. Oui, c'est ça, tout à fait. Exactement, de manière consciente, c'est très important. Parce que sinon, on le fait tous de manière inconsciente. Tout Donc, est moi, l'énergie autour de nous. Quand on vibre, on modifie ce qui est autour de nous, donc on influe toujours sur l'énergie. Tout ce qu'on fait influe. Oui. L'énergie, elle est en constant mouvement. Il y a pas, ça ne s'arrête jamais. L'énergie, c'est une onde qui vibre. Tout vibre. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Un grand scientifique. La voisine. Mais j'avais une question pour toi, Louise, toi qui parlais de ça. Donc, comment est-ce que quelle est la différence entre une chamane ou une sorcière, ou on inverse féminin masculin, mais quelle est la différence entre les Moi, deux? j'ai Parce que envie de dire aucune. Aucune. J'ai envie de te dire aucune. Et en même temps, il y en a dans leur pratique, bien sûr. Dans leur pratique, il y a des différences. Ils ne pratiquent pas de la même façon. Mais c'est pour ça que, notamment, le groupe s'appelle Les énergies de l'univers. Et si jamais il y a des druides parmi vous, je les invite à se faire entendre parce que ce serait très intéressant d'échanger avec eux aussi et d'apprendre un petit peu de leur pratique. Disons que, finalement, c'est ça, l'énergétique, c'est une science à part entière. Et pour moi, je la conçois comme ça, l'énergétique. Et elle a plusieurs branches. Et parmi ces plusieurs branches, il y a la sorcellerie. Et encore, dans la sorcellerie, il y a plein de façons de pratiquer. On a le chamanisme, là aussi, plein de façons de pratiquer, le druidisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, finalement, un druide, un chaman, un sorcier, pour moi, à mes yeux, ce sont des personnes qui savent utiliser les énergies de l'univers. Maintenant, la spécialité du chaman, puisque comme j'ai dit, ils ne vont pas pratiquer de la même façon. La spécialité du chaman, c'est de pouvoir en fait voyager entre les différents mondes. Donc, on a ici ce monde qui est le monde visible, et encore dans ce monde visible, il y a une partie qui n'est pas visible, bien sûr, et puis il y a d'autres mondes qui sont invisibles. Et le chaman va avoir cette faculté à pouvoir voyager à travers ces mondes pour aller soigner, avoir des messages, avoir des conseils, discuter avec les ancêtres, mais ce n'est pas une spécialité qui est uniquement propre au chaman. Je suis persuadée, et Djangali va certainement approuver, il va avoir la parole par la suite d'ailleurs, que les sorciers le font aussi. Juste les petits bruits de bébé, c'est trop adorable. Donc voilà, effectivement. Donc en soi, un chaman ou une chamane et une sorcière,
La seule différence en soi, c'est la façon dont elles vont pratiquer. Alors moi, je rebondirai là-dessus pour dire exactement ce que j'aurais dit. La seule différence entre un sorcier et un chaman, c'est la tradition qu'il emploie. Mais comme elle dit, après, chacune de ces traditions, que ce soit les différentes traditions en sorcellerie, en chamanisme, ou en druidisme, ou en néo-druidisme, en tout ce qu'il existe, c'est des moyens de chercher à obtenir de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances. Et chaque branche s'est axée sur certaines choses ou sur d'autres. Le chamanisme est très axé sur le voyage astral, sur les différentes dimensions et sur la guérison, sur la philosophie animale, les totems. Tandis que de mon côté, bon, je me suis intéressé un petit peu aussi au chamanisme, c'est pour ça que je peux en parler. Mais de mon côté, en sorcellerie, ben, on va vraiment plus, enfin, je m'intéresse beaucoup plus aux énergies directement de la Terre, des énergies qui émanent du sol, qui émanent des planètes, qui émanent voilà, des éléments. Alors que Louise, en tant que chamane, le fait aussi, mais elle aura moins la spécialité là-dedans que dans le voyage astral ou dans les soins chamaniques qui lui ont été enseignés par sa tradition. Tout à fait. Mais c'est vrai. Tout à fait. Et pour rajouter par rapport au chamanisme, chaque chaman a sa propre spécialité. On va avoir justement des chamans qui vont être un peu plus comme Jangali. Il faut vraiment travailler avec la terre, travailler avec l'extérieur, travailler avec la nature, travailler avec les êtres de la nature aussi. Très important. D'autres chamans qui vont avoir d'autres spécialités, certains vont être spécialisés dans le recouvrement d'âme et ils vont faire des recouvrements d'âme comme ils se servent un verre d'eau du robinet, par exemple, pendant que d'autres vont avoir une spécialité dans le passage des âmes. Et vraiment, chaque chaman a sa propre spécialité. Ça ne veut pas dire qu'un chaman qui n'est pas spécialisé dans le recouvrement d'âme ne va pas savoir faire de recouvrement d'âme. Pas du tout. Il va être tout à fait capable de le faire. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'il voudra faire parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel il a une certaine attirance aussi. Parce que bien sûr, ce n'est pas parce qu'on est aussi sorcier qu'on aime travailler avec tous les êtres invisibles ou encore qu'on aime pratiquer tous les types de sorcellerie aussi. Non, moi, je suis sorcier, je ne travaille pas avec une seule déité. Je ne travaille absolument pas avec les dieux et déesses des sorcières, avec Hécate ou avec Séléné. Moi, je travaille vraiment avec l'énergie des planètes, avec l'énergie des animaux, d'une manière d'ailleurs chamanique, mais en pratique sorcellerie. Ce sont des sujets super intéressants. Voilà, il est 22h59, donc on va clôturer le live ici. En tout cas, on a passé deux très belles heures, avec un petit bug au début, mais bon, on avait compris que c'était à cause des planètes, hein, Fiona? Ça peut une tordre, en effet. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Certains sont venus, d'autres sont partis, d'autres où c'est même impossible de pouvoir vous comptabiliser. Pour ceux qui viennent d'arriver, en tout cas qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, la rediffusion du live sera mise sur le groupe. Il y aura aussi la possibilité d'aller revoir le live sur la chaîne YouTube de Jangali. Mais toutes les informations vous seront communiquées sur le groupe de toute façon. Et alors, juste une question, un lien avec sa mission de vie. Je n'ai pas très bien compris ta question, Émilie. Tu sais ce que tu peux faire, Émilie, comme il est déjà tard. À la limite, tu peux écrire une publication et je répondrai à ta publication avec grand plaisir avec cette question-là parce que je ne l'ai pas très bien compris. Bon, en tout cas, voilà. Merci à vous tous. Merci à Fiona pour la qualité de ton savoir et ta pétillance. Vous voulez proposer quelque chose? Pardon, dis-moi. Vous voulez proposer à que notre invité, à chaque fois qu'on fasse un live et qu'on aura un invité, laisse un petit message pour les 13 000 et quelques membres du groupe. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux 13 000 sorciers, sorcières, apprentis et découvrants de ce groupe? Un petit message pour eux. Un petit message, c'est qu'au fur et à mesure de ma pratique et de mes connaissances, s'il y a bien quelque chose qui, pour moi, m'a vraiment permis d'avancer et d'évoluer, c'est l'introspection, la remise en question et l'accueil. Ne pas se braquer sur des idées fixes que l'on a de nous-mêmes. Essayer d'évoluer et de toujours être meilleur, c'est vraiment super important. Et aussi,
En tant que bonne Capricorne, si on veut quelque chose, on se bat pour l'obtenir. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. C'est top. Très beau. Merci. Tout est possible si on décide, de se lancer, en fait. Donc voilà. Parfait. Merci à tous. Une bonne soirée Merci à à tout le tous. monde. Merci à nous tous. avoir suivis, Passez une écoutés. bonne nuit. D'accord. Passez une bonne soirée à tous. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Salut! À bientôt.